Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mardi 7 novembre, il est 20h à Brisbane, 18h à Pékin, 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à tous, salut Kyle, salut Ticlem, salut Adadi, salut Ishtar, salut toutes les têtes connues qui nous rejoignent. Aujourd'hui on va parler du Proche-Orient, on va parler du Hamas, d'Israël, de la Palestine, mais vu depuis la Russie qui est toujours en guerre contre l'Ukraine, dont on parle un peu moins en ce moment, mais où l'on continue à mourir alors que l'hiver guette. Ce sera le midi à 13h. Ensuite, on ira faire un tour dans la forêt avec Christophe de Haudy, qui est mycologue spécialiste des champignons, qui nous expliquera comment être un peu plus prudent quand on les ramasse, même avec une appli, parce que les intoxications sont de plus en plus nombreuses. Ensuite, la photographe Marie Daucher viendra nous parler de son livre « Et l'amour aussi », un livre documentaire qui raconte ce qu'est être lesbienne en 2023, 10 ans après l'adoption du mariage pour toutes et tous. On retrouvera aussi nos amis de Numérama et Mademoiselle, je bégaye aujourd'hui, qui sont partenaires du stream et qu'on retrouve chaque mardi avec plein de surprises. Qu'est-ce qui nous a rejoint ? Salut H2O, salut. Pour l'heure et pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe là-haut, plus à l'est, sur le front ukrainien, où la guerre fait rage. J'ai ma montre qui sonne, c'est un stream du mardi qui commence bien. On a beaucoup parlé de la guerre entre le Hamas et Israël, et une actu en chasse une autre, malheureusement. Mais c'est pas parce qu'une actu en chasse une autre que la réalité se dissout. La réalité, ce sont des gens, ce sont des familles, des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent, qui meurent aussi, qui meurent de la guerre, au Proche-Orient, à Gaza, mais aussi, et puis maintenant cette guerre elle dure, en Ukraine. Vladimir Poutine, le président russe, se pose en conciliateur de la guerre au Proche-Orient. Il appelle à épargner les civils. Dans le même temps, sa propre armée continue de raser des villes ukrainiennes. À quel jeu joue Vladimir Poutine ? Que se passe-t-il sur le front ukrainien, relégué au deuxième plan de l'actualité, mais où les bombes pleuvent ? Quels sont les nouveaux équilibres ? On va tenter de répondre à toutes ces questions. Donc avec moi, avec vous, bien sûr, dans le chat, posez vos questions. Salut Osama qui nous rejoint. Mais aussi avec nos trois invités que je vous présente tout de go. Mariana Perebenessieux qui est déjà venue. Salut Mariana. Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Mariana, tu es journaliste indépendante franco-ukrainienne. C'est bon. Tu collabores avec l'hebdo Ukrainian Weekly et la publication en ligne Desk Russie. C'est tout bon ? Oui, parfait. En face de moi, Lucas Aubin. Salut Lucas, tu es directeur de recherche à l'IRIS. l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Tu es spécialiste de la géopolitique de la Russie. Et tu as commis notamment Géopolitique de la Russie aux éditions de la Découverte. C'était l'année dernière. Et en face de moi, enfin, Léo Peria-Peigné. Salut. Toi, tu es chercheur en armement capacitaire au Centre des études de sécurité de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Ça fait un mois, jour pour jour, que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé. De chaque côté, on compte les morts. 1400 côté israélien, 9770 côté palestinien selon le Hamas. Et avec ce qui se passe au Proche-Orient, le conflit ukrainien est un peu mis à côté. Le conflit au Proche-Orient détourne l'attention de la guerre en Ukraine. C'est une phrase qu'a dit Volodymyr Zelensky. Il a raison, le président ukrainien ? Pour toi, Mariana ? Écoute, comme nous sommes les confrères, tu sais très bien ce qui se passe dans les médias. En effet, l'attention des médias est détournée par l'actualité, ce qui est le propre de médias. Donc, c'est vrai, mais en même temps, je pense que les médias ont tort tout autant qu'ils avaient tort de se focaliser sur l'Ukraine 24 heures sur 24, surtout pour certains, même quand il ne se passait rien. Pas grand-chose. Moi, je pense que... Tu ne parles pas de France Info, bien entendu. Non, je ne sais pas. Non, France Info, le service public, on aime ça, l'approche équilibrée. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en effet, les médias suivent toujours l'actualité. C'est le propre des médias, c'est le propre du public. En même temps, l'approche équilibrée mais plus globale, elle permettrait de voir que tout est lié en fait. Ces deux conflits ne sont pas des conflits qui sont déconnectés. Par ailleurs, je m'en souviens que j'ai dit une chose pareille il y a un an en disant qu'il y aura nécessairement une déstabilisation au Moyen-Orient. Ça ne pouvait n'est pas arriver parce que la Russie y est un acteur présent et important et les revers de l'époque de la Russie en Ukraine, l'échec de son invasion, parce qu'on peut parler de l'échec à l'époque, parce qu'il y avait des objectifs qui n'ont pas été atteints, ne pas avoir d'incidents, de conséquences. Et c'est ce que nous voyons. Et nous pouvons voir d'autres épisodes par la suite, peut-être même éventuellement dans d'autres régions du monde. Lucas, Léo ?
Oui, il y a cette idée effectivement que ça fait le jeu de Vladimir Poutine. En fait, c'est-à-dire qu'il mène depuis plusieurs années maintenant, depuis 2014, mais même depuis avant, en fait, encore une forme de guerre hybride, entre guillemets, donc contre l'Occident. Et en l'occurrence, pour lui, le temps est un allié, en fait, paradoxalement, parce qu'il est relativement âgé. Hein, mais dans un premier temps, en tout cas, si le regard est détourné de la guerre en Ukraine, lui, il a les mains un peu plus libres, dirons-nous. Et en plus de ça, il peut se poser comme une sorte de médiateur au Proche-Orient. Évidemment, c'est une position qu'il affectionne beaucoup. Lucas, Léo. décidément. Je pense que la tension qui décroît sur l'Ukraine, elle date pas non plus que d'il y a un mois. Ça commençait à se voir depuis déjà le printemps dernier, en discutant avec d'autres journalistes qui disaient qu'ils avaient de plus en plus de mal à vendre leur sujet sur l'Ukraine aux médias français. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait, et nous, chercheurs, on a quand même beaucoup contribué à ça, on a beaucoup été sollicités. Ça se calme un peu, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, parce que c'est vrai que ça atteignait des extrêmes qui n'étaient pas souhaitables et pas très positifs, mais ça va finir par devoir trouver son équilibre. Bon, juste une petite remarque, puisque je suis là en qualité de consoeur. Il faut quand même relativiser. On a quand même encore des milliers de journalistes accrédités y travaillant sur place en Ukraine, donc non, ce n'est pas que ça ne trouve pas de preneur. La presse écrite Il y a elle tou- il y a- il y a continue de toujours- il y a faire les toujours un titres et les intérêt, hein. couvertures sur l'Ukraine. Il y a toujours Il y a toujours un intérêt, l'intérêt. une sensibilité, un émoi aussi Mais pour la c'est guerre en vrai Ukraine. qu'il y a hein. probablement l'intérêt, même général, j'ai envie, de trouver d'autres angles ou de sortir éventuellement de sortes d'actualités brûlantes pour d'autres couvertures, d'autres focus, d'autres sujets à traiter. Oui, c'est vrai. Et d'un point de vue des chercheurs, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que nous, on a été extrêmement sollicités, enfin toi aussi, j'imagine, mais on se souvient que dans la première année de guerre, même un peu plus, première année plus 4-5 mois, c'était tous les jours, c'était parfois 5, 10, 15, 20 sollicitations, c'était très difficile de suivre, et d'un coup, d'un seul, à partir du moment où justement il y a eu cette attaque du Hamas, les demandes, entre guillemets, ont chuté, ce qui était assez fascinant à voir en tant que chercheur, parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté, et je pense qu'effectivement ça va se stabiliser, se normaliser, entre guillemets, à un moment donné. Avec l'arrivée des avions. Voilà. Zelensky, le président ukrainien, a redit qu'il ne voulait pas négocier avec la Russie, et en même temps on sent que la contre-offensive patine. Quelles sont les nouvelles du front ? Alors, ça, c'est un sujet assez mystérieux dans la mesure où ça fait plus d'1 an qu'on n'arrête pas d'évoquer d'éventuels pourparlers et négociations. Et par ailleurs, on cherche à savoir si les Américains veulent négocier ou pas, avec pas mal de complotisme dedans. On cherche à savoir si les Ukrainiens sont prêts à négocier et à quelles conditions, cette fois en demandant des questions assez directement. Mais quasiment personne ne se pose la question, est-ce que la Russie veut négocier ? Et très honnêtement, pour l'instant, rien, mais alors vraiment rien, n'indique que la Russie voudra négocier un jour, même si l'Ukraine retrouve son territoire dans les frontières internationalement reconnues. Par ailleurs, c'est tout à fait probable, parce qu'aujourd'hui nous parlons du Moyen-Orient et des Hamas, c'est tout à fait probable que la Russie puisse se terrer dans une position, par exemple, du Hamas, où l'Ukraine a retrouvé ses territoires un jour, enfin je ne sais pas, l'année prochaine, dans quelques années, et que la Russie voudra toujours frapper l'Ukraine avec des missiles ou des drones, par exemple, comme le Hamas le faisait avec l'Israël pendant des années. Donc ça aussi, c'est une éventualité. Pour l'instant, rien n'indique que la Russie veut négocier. Et tant que l'agresseur ne veut pas négocier, c'est un non-sujet. Léo ? Pour ce qui est des nouvelles du front, je pense que l'interview du général Zaloujny a quand même bien calmé le jeu. Là, bon, on s'en rendait compte, ça fait maintenant plus de 5 mois que ça dure. Ça n'a pas débouché sur grand-chose. Alors pour ceux qui nous rejoignent, explique peut-être un petit peu ce que le général a dit. Donc le général a expliqué, il me semble, que la contre-offensive avait effectivement pas donné les résultats attendus, qu'il allait maintenant falloir passer à une autre phase de la guerre et que la situation n'était pas rose pour les Ukrainiens, pour faire très vite. En 5 mois, il y a eu assez peu d'évolution territoriale, c'est vrai. Maintenant, il y a eu une attrition assez forte du matériel russe
Russe par un changement de tactique des Ukrainiens qui a été assez intéressant à suivre sur le terrain dans les rapports de pertes. Ce qui va capter l'attention, je pense, ces 2 points maintenant, ça va être ce qui se passe sur... Donc l'attrition du matériel, c'est le matériel perdu qui a été détruit par l'ennemi. Voilà, sur Avdivka, donc l'offensive russe qui se maintient malgré des pertes qui sont assez démentielles. Enfin, on a des rapports de pertes quotidiens qui sont... je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis février de l'an dernier, voire même avant. Et de l'autre côté... c'est Bakhmut bis. Voilà. Et vous avez une action de l'autre côté des Ukrainiens qui sont en train de faire passer du matériel de l'autre côté du Dniepr au niveau de Kherson, qui donc... Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça? Ce sera à voir, mais ça a l'air de bien occuper en tout cas les observateurs russes du conflit en tout cas. Pourquoi le conflit entre Israël, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi le conflit entre Israël et le Hamas pourrait faire un peu les bonnes affaires de Vladimir Poutine? Ça tombe assez bien finalement. Pour celui qui... Oui, ça tombe assez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour une guerre, ça tombe jamais bien, mais... entre guillemets, évidemment. Entre guillemets, oui. Mais la stratégie de Vladimir Poutine, elle est sur le long terme. Il parie en fait sur le fait que l'Occident va se disloquer à un moment donné, que les démocraties ont certaines faiblesses, notamment les alternances politiques. Il parie que Donald Trump, par exemple, potentiellement sera élu en 2024, il parie que du coup l'Union précipitera européenne, la chute, etc. En fait, ça c'est son idée en tout cas. Parfois ça semble fonctionner, parfois non. Bon, évidemment pour le moment on peut pas faire de plan sur la comète. Toujours est-il que le front semble s'être stabilisé. Néanmoins, il a annexé 4 régions à l'est de l'Ukraine, 4 nouvelles régions en plus de Sébastopol et de la Crimée. Et parmi ces 4 régions, il ne les possède pas en entier. Parfois, et en l'occurrence, la région de Kherson a été reprise par l'Ukraine. Aucune en fait. Oui, aucune techniquement. Même pas la région de Lugansk. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Mais tout ça pour dire que justement, pourquoi il ne met pas en avant ses buts de guerre? Parce que peut-être qu'il ne sait pas lui-même jusqu'où il va pouvoir aller. On a la sensation que parfois l'armée russe finalement pourrait reprendre l'initiative et pourrait reprendre du terrain, etc. On a la sensation parfois que c'est l'inverse, c'est que c'est l'Ukraine qui va reprendre la main. Pour le moment, c'est assez flou, mais sur une guerre longue, on peut imaginer qu'il sera gagnant à un moment donné. Léo? Pour le moment, de ce qu'on en comprend... Je te coupe la chic, Mariana, je te passe la parole immédiatement après. Pardon. Il y a quand même eu des transferts d'armement qui étaient prévus pour l'Ukraine à Israël de la part des États-Unis. On est dans une situation politique aux États-Unis qui est très complexe, avec une situation parlementaire qui empêche en fait qu'il y ait des décisions importantes qui soient prises, avec une obstruction qui est très forte, et même l'élection apparemment récente d'un nouveau speaker à la Chambre a pas réussi à débloquer certaines choses. Vous avez encore et surtout vous avez des éléments de politique interne très éloignés du conflit, notamment par exemple les questions d'avortement, qui bloquent des questions militaires très importantes aux États-Unis. Donc tous ces éléments-là, auxquels vient se surajouter le conflit au Moyen-Orient, font que l'Ukraine passe peut-être encore plus au second, voire au troisième plan pour beaucoup d'observateurs, en tout cas aux États-Unis, qui sont d'abord préoccupés par les questions américaines avant de s'occuper des questions étrangères. Mariana. Moi, je voudrais développer un tout petit peu ce que venait de dire Lucas, parce que je pense que c'est important. Alors, 2 choses. Premièrement, c'est que Vladimir Poutine et la Russie mènent une sorte de guerre hybride à l'Occident depuis 2014, probablement avant. Mais cette guerre hybride, elle est réelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je voudrais rajouter tout simplement, c'est que il n'est pas seul. Il n'a pas une équipe très fournie, mais il a une petite équipe, je n'appellerai pas ça d'alliés, mais en tous les cas, de régimes autoritaires qui, eux aussi, mènent la guerre contre l'Occident et contre la démocratie. Et ça aussi, c'est une sorte de guerre hybride. Par ailleurs, la guerre en Israël, c'est une guerre hybride aussi, il faut le dire aux spectateurs, parce que le Hamas, c'est une forme de proxy de l'Iran. Et pour l'Iran, comme pour la Russie de Poutine, in fine, c'est l'Occident qui doit être détruit, c'est l'Occident l'ennemi. Donc, en fait, c'est pour ça que ce deuxième front joue le jeu de Vladimir Poutine et de la Russie, parce qu'on a une phase chaude, on a une déstabilisation dans une autre région du monde, mais de la part de l'allié, de l'acteur du même camp, et dans le cadre de la même guerre hybride mondiale, en quelque sorte, où on a quelques acteurs qui représentent des régimes autoritaires et qui ne veulent plus d'Occident, ni de leurs valeurs, ni de liberté,
ni même pour certains acteurs, ni même du commerce, par exemple, de tout ce que l'Occident représente. Donc, d'un côté, et de l'autre côté, on a la démocratie et l'Occident, et on a quelque part au milieu les pays du Sud, ou les pays qui aspirent à devenir des puissances mondiales, comme la Chine ou l'Inde, qui cherchent leur positionnement au milieu de tout ça, qui d'une certaine manière ne veulent pas une sorte de victoire complète de la démocratie de l'Occident, probablement. Après, c'est un peu plus compliqué, c'est plus complexe parce que l'Inde est une démocratie. Enfin, voilà. Mais qui ne veulent pas non plus la victoire de la dictature sanglante et autoritaire et la dictature de force. Donc, en fait, voilà, nous avons cette situation très complexe, une sorte de guerre hybride globale, mondiale, qui dure, qui existe déjà. Et c'est même pour cela que j'ai dit qu'on risque dans l'avenir de voir d'autres conflits dans des mois à venir ou dans des années à venir. Cela peut être l'Arménie, mais cela peut également être l'Asie. Il y a Lazare qui pose une question. Lazare 58. Est-ce qu'on ne se trompe pas simplement dans l'analyse des objectifs de Poutine ? On projette nos vues occidentales, essayer de retourner à une paix avec le moins de pertes possible. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui que Poutine ne se satisfait pas très bien de la situation actuelle, avec une guerre continue et une fragilisation de l'Europe ? C'est ce que tu disais un peu, Lucas. Ouais, mais on se souvient qu'en 2020, il avait fait changer la constitution russe et il avait fait mention dans cette nouvelle constitution justement de l'histoire millénaire de la Russie qu'il fallait préserver et aussi des territoires millénaires justement qu'il fallait préserver. Et dans ce sens-là, en fait, potentiellement, Kiev en ferait partie. Et donc, je ne pense pas que tant que Poutine sera au pouvoir, il faille s'attendre à ce que ses buts de guerre changent. Sauf si, évidemment, à un moment donné, il n'a plus du tout les moyens de ses ambitions. Mais comme tu le disais, justement, Mariana, en fait, dans le cadre d'une guerre hybride, on a les moyens militaires, mais on a aussi les moyens médiatiques, informationnels, l'utilisation du cyberespace, etc., de la désinformation, quelque chose qu'il fait de façon très massive depuis des années maintenant. On l'a vu dans de nombreuses campagnes présidentielles en Occident. Je pense aux États-Unis avec le fait de favoriser l'élection de Donald Trump. On l'a vu en France aussi avec le fait de favoriser Marine Le Pen au détriment d'Emmanuel Macron à un moment donné. Alors des fois ça fonctionne, des fois non. Des fois on maximise un peu trop d'ailleurs l'influence de la Russie aussi, il faut bien comprendre ça. Néanmoins, elle fait feu de tout bois, la Russie de Vladimir Poutine. Et si tu me permets, je voudrais juste rajouter un petit détail, parce que c'est très juste. Et par ailleurs, c'est même pour cela que je parlais de régime autoritaire et de la démocratie. Les régimes autoritaires ont le temps devant eux. Tant qu'on espère être encore en vie, le régime durera. Donc, on réfléchit, on se dit qu'on a beaucoup de temps, alors que dans nos sociétés, le temps est électoral. Il change tout le temps. Donc, c'est même ça aussi, c'est un détail quelque part, mais cela fait la spécificité finalement de ce conflit et même des positionnements de chacune de parties. Parce que ces régimes autoritaires, ils se disent, moi je suis là, je serai encore là dans 15 ans, j'ai le temps devant moi, je peux programmer des missions, enfin des opérations de déstabilisation qui dureront 5 ans, aucun problème pour moi. Ce qu'aucun dirigeant occidental ne peut se permettre, parce qu'il sait qu'il y aura des élections bientôt, il sait comment fonctionne la presse libre également, ce par quoi on a commencé. Il y a ce shift d'attention, par exemple, parce que la presse est libre, elle suit. Voilà. Ce n'est pas le cas de régime autoritaire. Donc, en effet, pour l'instant, la situation telle qu'elle est, elle joue le jeu de ce régime-là qui pense qu'ils ont le temps. C'est vrai qu'ils sont assez stratégiques, qui s'inscrivent dans le temps, et c'est quelque chose à quoi nous devons penser, réfléchir. Léo, est-ce que Poutine a le temps, là, encore le temps pour continuer à faire la guerre ? Son temps, c'est ses moyens, et pour le moment, comme on s'y attendait, les sanctions en fait, qui ont été imposées sont de moins en moins efficaces, les solutions de contournement ont été mises en place. Aujourd'hui, il semblerait que, par exemple, un exemple trivial, mais les composants électroniques qui manquaient énormément au début sont de plus en plus communs dans la production d'armement russe, qui a pu remonter en cadence. Il reste quand même quelques éléments qui leur manquent dans les éléments les plus avancés, et notamment de manière toute simple, hein, mais des pièces pour entretenir leur machine, qui reste un énorme problème qui avait été assez bien étudié par la FRS au début de l'année. Bon, en gros, c'est contourner les blocus en faisant venir des composants dans des machines à laver en très très gros. Hein, c'était un peu ça. Ça, c'était ce qu'on voyait au début de la guerre. C'était un peu ça
l'idée. Il semblerait que maintenant ce soit encore plus simple que ça. C'est une entreprise créée au Kazakhstan achète les pièces et les ship ensuite directement en Russie. De ce que j'en comprends, ça a l'air de fonctionner de plus en plus comme ça. Il faut voir les courbes d'importation, notamment de pièces allemandes au Kazakhstan, qui ont décuplé depuis le début de la guerre. C'est assez alarmant, et surtout la question est comment on peut lutter contre ça sans sans se circonscrire complètement le commerce international. Donc ça va poser d'énormes questions plus tard. Maintenant, ça c'est les moyens matériels. Il faut voir sur la question des moyens humains. Ce qu'on voit dans les offensives russes actuelles, c'est que si les Russes apprennent et innovent, ça reste pas suffisant pour circonscrire leurs grosses problématiques, notamment en termes de... L'artillerie est indispensable, ils en avaient pas assez, et les obus nord-coréens qui commencent à arriver n'arrivent pas à compenser, des problèmes de tubes, des problèmes matériels qui ne compensent pas, et un énorme problème de formation, puisqu'il semblerait qu'une partie des troupes qui ont été mises en réserve et formées tout au long de l'année depuis les offensives de Vuhledar de février dernier, ont été parties mangées par l'offensive des 3 dernières semaines, je pense, sur Avdiivka. Il y a beaucoup de questions dans le chat sur Poutine et ses relations avec Israël. Israël n'est pas vraiment un allié de Poutine. Pourtant, il marche un peu sur des œufs, non Alors, c'est assez complexe, les relations de Poutine avec Israël. Je vais commencer parce que je sens que je vais le faire de manière probablement plus simple. La Russie est un acteur important au Moyen-Orient, à côté de l'Iran et de la Turquie. C'est pour cela que l'Israël... depuis toujours, parce que l'Israël se trouve au Moyen-Orient et est intéressé dans sa propre sécurité. C'est pour ça qu'Israël compose avec la Russie. Voilà, si on voudrait vraiment formuler les choses de manière assez simple, c'est même pour cela qu'au début de l'invasion, depuis le début de l'invasion ukrainienne, par exemple, de l'Ukraine, pardon, excusez-moi, la position israélienne a parfois étonné, parce qu'elle était parfois assez ambiguë, même les termes de condamnation de cette invasion pouvaient laisser perplexe. Il y a eu également une visite de l'ex-président israélien au Moscou depuis l'invasion, ce qui est un fait assez rare, la Russie devenant de plus en plus isolée. Mais il faut comprendre que cela était tout simplement parce qu'Israël était intéressé à préserver l'équilibre au Moyen-Orient, parce qu'eux aussi, ils prévoyaient que la guerre en Ukraine ne pouvait pas avoir l'influence sur la Russie et donc sur ce qui allait se passer sur le Moyen-Orient. Comme nous voyons maintenant, l'Israël a vu juste pour voir que c'est quand même important, enfin c'est un acteur important qui allait... Ça pouvait éventuellement mener à une déstabilisation, mais par contre, l'Israël s'est trompé en pensant qu'on pouvait essayer de se tenir à l'écart et ménager un tout petit peu la Russie pour sa propre sécurité. Nous voyons, encore une fois, je vais peut-être refaire un tout petit peu, c'était qui Cicéron, la Carthago delenda Est, donc je vais un peu revenir vers ce conflit global entre la démocratie et l'autoritarisme. On ne peut pas se protéger contre cela, en fait. C'est un conflit civilisationnel, mondial, qui le temps est venu. Voilà, donc les rapports sont ambigus. S'il faut le résumer, c'est qu'Israël essaye de ménager tout simplement un acteur important dans la région. Et que, voilà, tout cela, et c'est même pour cela que c'est important, parce que tout cela va être revu maintenant. Léo Perrier-Péné. De manière très très schématique, mais je trouve ça intéressant. Israël a un grand allié, c'est les États-Unis, un grand ennemi, c'est l'Iran, et un ensemble de nuances entre les deux. Mais ce qui rend la chose très intéressante, c'est que par exemple, ce qui se passe dans le Caucase et ce qui s'est passé depuis un an illustre la complexité de ces relations-là. L'Azerbaïdjan fait face à l'Arménie. L'Azerbaïdjan est un adversaire de l'Iran, donc l'Iran soutient l'Arménie, donc Israël va soutenir l'Azerbaïdjan. Et là-dedans, la Russie est censée garantir l'Arménie. Donc on a une complexité qui est très importante. Ils n'en viennent pas forcément à couteau tiré, mais il y a des camps qui se forment qui répondent pas aux logiques qui pourraient être celles qu'on s'imagine en France, notamment en termes de religion ou autre, puisqu'on est vraiment sur des choses assez éloignées. Ce qui fait qu'il y avait aussi un élément assez démographique que je trouve intéressant, c'est qu'en fait,
Israël était d'abord composé d'Arabes qui venaient plutôt d'Afrique du Nord avant. La chute du mur a entraîné un changement démographique en Israël avec beaucoup plus de Juifs qui venaient Une de population l'Europe de très l'Est importante et de qui vient Russie. de l'ex-URSS. Donc ça a changé, je pense, le rapport d'Israël à la Russie. Dans une certaine mesure, j'en ferai pas non plus l'alpha et l'oméga de Mais diplomatie. c'est extrêmement important ce que Léo vient de dire, et c'est même pour ça que j'évoquais au début de l'émission que on peut. Espérons que ça ne sera pas le cas, mais on peut avoir encore l'invasion et l'occupation d'une partie d'Arménie dans les mois à venir. J'espère que tout sera fait pour que ça ne sera pas le cas. Et le danger, c'est précisément ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper, ça ne sera pas un petit conflit local. Il y a effectivement l'Iran derrière ça, la Russie derrière ça, et aussi on peut avoir certaines influences ou médiation éventuellement de la Turquie et de l'Israël. Donc vous voyez, ça sera une continuation de tout ça. C'est vraiment, nous sommes vraiment dans des sables mouvants et assez dangereux. Et on retrouve les mêmes acteurs. Hein. Et par contre, avec cette complexité, ce qu'on risque, ce avec quoi on risque de se retrouver si jamais il y a une invasion de l'Arménie, parce que l'invasion de l'Arménie, ça serait l'invasion de pays souverains. Donc, bien entendu, le soutien de la communauté internationale devra être du côté de l'Arménie, qui, elle, sera quand même soutenue par l'Iran. Ce qui sera vraiment très, très contre-intuitif, vu que l'Iran est l'allié de la Russie, et dont le Hamas est le proxy. Donc, cela complexifiera beaucoup les choses pour nous. Enfin, mais quoi qu'il arrive, pour les Arméniens, pour les Azéris, pour le monde entier, espérons que tout sera fait pour éviter cette invasion. Je pense que là, le terme chaotique suffit pas pour décrire à quel point l'imbrication des alliances et des jeux de pouvoir serait s'il y avait un conflit qui arrivait. Ouais, et sur la position de la Russie vis-à-vis d'Israël, on a la sensation quand même que c'est un peu la croisée des chemins pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était un peu... Il affectionnait le rôle d'arbitre, en fait. C'est-à-dire qu'il essayait de faire le médiateur, etc. C'était quelque chose qui était pour lui positif et il n'avait pas cette dimension morale que parfois les Occidentaux avaient. Donc du coup, il pouvait à la fois parler avec les Israéliens, mais aussi avec l'Iran. Un peu pragmatique, tu veux dire. On va dire plus pragmatique, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, alors avec tout ce que ça suppose évidemment. Mais depuis le 24 février 2022, la Russie se radicalise encore un peu plus, évidemment, et elle est du coup à la croisée des chemins dans le sens où elle a fait venir le Hamas 3 fois à Moscou, je ne sais plus si c'était à Moscou d'ailleurs, mais elle a rencontré le Hamas 3 fois depuis le début de la guerre. Dimitri Medvedev... Y compris après l'attaque de la Hamas bien sûr, il y a quelques jours. En Israël, oui. C'est... Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie, ancien Premier ministre, a fait des sorties qu'on pourrait qualifier d'antisémites depuis le début de la guerre aussi, où il avait dit notamment que... Il y a Lazare qui demandait est-ce que les déclarations antisémites de certains leaders comme Medvedev auraient pu influencer la position d'Israël vis-à-vis de la Russie. Techniquement, effectivement, ça refroidit encore un peu plus les relations. On se souvient que Medvedev, justement, avait dit que, d'accord, Zelensky était juif. Medvedev qui était notamment l'ancien président de la fédération avant, enfin, un peu fantoche, mais... C'est ça, et il disait justement que du coup Zelensky, d'accord, il était juif, mais il pouvait très bien aussi être nazi, puisque, n'est-ce pas, et là, attention, thèse pour le coup antisémite, Adolf Hitler était lui-même juif d'origine, ce qui était évidemment faux, mais en surfant sur cet complotiste, en surfant sur cet antisémitisme, Vladimir Poutine et consorts ont réveillé en fait un antisémitisme qui existait en Russie dans les années 90 et au début des années 2000 notamment, que Vladimir Poutine avait réussi à contenir, mais qui en ce moment commence à ressurgir. On le voit dans le Caucase, mais pas uniquement. Moi, je me souviens que mes premiers voyages en Russie, mon premier voyage, c'était en 2003. À ce moment-là, Vladimir Poutine était au pouvoir depuis 3 ans. Il y avait encore des manifestations néo-nazis dans les rues de Saint-Pétersbourg et de Moscou notamment, pour fêter l'anniversaire à choisir soit de la mort d'Hitler, soit de sa naissance. Donc c'était des choses qui existaient. Voilà. Est-ce que ça ressurgit actuellement ? Heureuse réjouissance. Alors, juste, là, je vais peut-être faire une petite explication culturelle, civilisationnelle. Il faut comprendre, premièrement, que l'Union soviétique était un État institutionnellement antisémite. Absolument antisémite, où tous les juifs étaient soit poussés pour partir, soit poussés pour changer leur identité, jusqu'à essayer, parce que c'était pas facile, essayer de changer leur ethnie
dans les actes de naissance et des passeports et de tous les registres. Il y avait toute une gamme de blagues antisémites pour démasquer les juifs. Cet antisémitisme complotiste en Russie, aujourd'hui, il est aussi basé sur cela, parce que pendant des décennies, les juifs essayaient de prétendre être des Russes, par exemple, ethniquement, et de cacher soigneusement même les grands-parents juifs de près ou de loin. C'est l'antisémitisme de cet ordre-là. Vous voyez, ça n'a rien à envier aux lois raciales du Troisième Reich. Enfin, les chambres à gaz à moins, quoi, de moins. Enfin, voilà. Mais c'était un État extrêmement antisémite. Ensuite, ce qui s'était passé, c'est que depuis la dislocation de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en Ukraine, ou disons en Lituanie, je parle de l'Ukraine ou de la Lituanie parce que l'Ukraine, la Lituanie, la Pologne, la Biélorussie sont traditionnellement les lieux où habitaient énormément des Juifs d'Europe de l'Est, d'accord ? Beaucoup plus que dans la Fédération des Russies actuelle. Et donc, justement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour réparer et guérir de cet héritage soviétique antisémite institutionnel. Rien n'a été fait dans ce sens en Russie. Et comme l'a dit Lucas, ça a été quasiment maintenu, et maintenant on a même une sorte de résurgence absolument monstrueuse en Russie. Mais c'est pour comprendre, ça n'a rien à voir même avec notre antisémitisme qu'on peut voir chez nous. C'est quelque chose qui est extrêmement profond et j'ai envie de dire culturel et très ancré, qui nécessitera beaucoup de travail après. Lucas Aubin. Juste pour raconter une anecdote justement de terrain entre guillemets qui m'est arrivé, enfin qui nous est arrivé à une collègue et moi récemment. Donc on était au Daghestan en février 2020, donc juste avant le Covid et tout ce qui s'était enchaîné, à savoir les confinements, etc. On va parler un petit peu des épisodes de Daghestan un petit peu après, voilà. Bien sûr. Du coup, ça pourrait être d'ailleurs potentiellement une ouverture pour ça, mais on était là-bas pour faire un terrain de recherche, on travaillait, on interrogeait des officiels daguestanais, etc. Et on vivait dans une famille musulmane qui nous avait accueillis avec les honneurs. C'était vraiment fascinant, c'était super. On avait adoré notre séjour. Daghestan, République du Caucase, beaucoup de musulmans. Exactement. Et en fait, il s'avère que ma collègue est franco-israélienne et juive. Et moi, naïvement, un soir, alors qu'on partageait le repas, j'en parle. En fait, quand je dis naïvement, oui, voilà. Ouais, c'était visiblement, moi, j'avais pas vu mal. C'est pour ça que je parle de naïveté, vraiment. Parce qu'entre gens sympathiques. Exactement. Et en culture fait, de l'accueil. La réaction de notre logeuse, qui encore une fois nous a très bien accueillis, Fatima, ça a été de me parler plus tard en me disant, j'ai perdu mes bijoux, et je me demande si c'est pas ton amie juive qui les a pris. Et du coup, moi, je me suis mis en colère. Je lui ai dit, mais pas du tout, c'est pas possible, etc. Elle a retrouvé ses bijoux finalement le lendemain. Et tout s'est bien terminé, mais voilà, cette histoire est revenue. Et en fait, au moment où il y a eu justement les manifestations au Daghestan, il faut que tu rappelles un peu pour ceux qui nous rejoignent. Concrètement, il y a eu un avion qui a atterri au Daghestan, qui venait de Tel Aviv, et on a plusieurs centaines de manifestants daguestanais qui sont arrivés à l'aéroport pour essayer pour essayer de chercher des juifs, en fait, israéliens, ou des juifs tout court d'ailleurs, c'est difficile de le savoir. Et alors pourquoi exactement d'ailleurs, ils n'ont pas trouvé en fait, parce qu'ils ont été protégés. C'était des intentions un peu belliqueuses, en tout cas. A priori, c'était des intentions belliqueuses, mais du coup, au vu de cette information, moi tout de suite, évidemment, j'ai repensé à cette histoire qui s'était déroulée il y a 3 ans, et ça a fait un écho assez étrange. Anecdote pour anecdote, parce que je pense que ça rejoint. Alors premièrement, non mais c'est vraiment monstrueux ce que tu dis, dans le sens où vraiment c'est une sorte de, exactement ce que je disais, c'est une sorte d'antisémitisme absolument ancré, et encore une fois ancré dans la conscience et l'inconscience de n'importe quel Russe. Bon, à ce stade, il m'appartient de dire qu'il y a probablement pas que des antisémites en Russie. C'est pas parce que Fatima est des Daghestan et qu'elle est musulmane. C'est vraiment, ça aurait pu être chez Anna à Moscou, ça aurait pu être pareil. Et c'est même pour cela que je veux dire,
raconter une autre anecdote. Je viens déjà de dire que l'Ukraine est quand même abrite une importante communauté juive historiquement et encore aujourd'hui. Or, il se trouve que l'Ukraine a aussi une importante communauté musulmane, enfin le peuple autochtone de Tatars des Crimées. Et il se trouve que depuis le 7 octobre, l'Ukraine est l'un des rares endroits au monde où il n'y a pas d'acte antisémite d'un côté et de l'autre côté, il n'y a pas de... donc il n'y a pas de soutien au Hamas, il n'y a pas d'acte antisémite et il n'y a pas de haine entre les musulmans et les juifs. Donc c'est justement pour dire, parce qu'il y a beaucoup, y compris chez nous... C'est peut-être le temps de la guerre qui fait l'union, non, mais parce qu'il y a beaucoup, y compris chez nous, qui essayent de faire tourner ce conflit en une sorte de guerre de religion, en faisant des musulmans et des juifs et des chrétiens comme des ennemis irréconciliables. Non, cela dépend de la société. Donc, Lucas, il a raconté comment ça se passe dans le pays globalement chrétien, dans une société musulmane au sein de ce pays. Et là, je donne l'exemple ukrainien, pays globalement chrétien, avec d'importantes communautés historiques musulmanes et juives, et ils ne font pas de projection sur l'Israël ou sur le Gaza, par exemple. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas ce genre d'antisémitisme en Ukraine, parce que précisément, ils vivent dans un contexte ukrainien où ils comprennent que la guerre, elle est plutôt entre les deux mondes. Le monde de démocratie, de l'Occident, de liberté, où on peut s'exprimer, où on peut avoir les droits. Et là, en l'occurrence, c'est représenté par l'Israël, au Moyen-Orient. Et de l'autre côté, il y a le camp de ceux qui veulent priver les gens de leur liberté. Et là, en l'occurrence, c'est l'Iran, la Russie, ce sont des tyrans qui envahissent les autres. Léo ? Simplement un élément historique pour remonter même un peu au-delà de la période soviétique en Russie. Un des éléments moteurs du sionisme, donc de l'idée même de création d'un État en Israël, c'est les grands pogroms de la fin du 19e en Russie, il me semble, qui ont provoqué une émigration énorme en fait de juifs de Russie vers l'Europe de l'Ouest. Et c'est ensuite ces communautés-là qui, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, quand ils ont vu que même en France, ils n'étaient pas forcément très, je te coupe un instant, il y a Hugo dans le chat qui dit... Non, mais parce que pour régler ce problème immédiatement, parce qu'à chaque fois, on arrive sur des sujets qui sont crispants, qui sont clivants. Et Hugo nous dit « Je rêve où on exprime fortement de l'islamophobie là. » Hugo, je ne vois pas à quelle seconde, depuis 12 minutes, on a exprimé une demi-cuillerée d'islamophobie. Alors si tu peux préciser ta question, je serais heureux d'y répondre avec nos invités, mais il faut tout de même m'expliquer. Bon. Pardon Léo. Mais on répondra après. On répondra après à Hugo. On est sur le service public, on a le droit de poser des questions, mais il faut les argumenter un petit peu parce que je ne vois pas où on est. Exprimer de l'islamophobie sur France Info. Je suis curieux aussi. Léo. Et juste pour terminer, en gros, c'est après, il y a l'affaire Dreyfus qui montre qu'en France, les communautés juives ne sont pas forcément beaucoup plus safe qu'ailleurs. Donc ça entraîne cette idée de création d'un foyer juif pour protéger les communautés juives. Donc on voit que vraiment, l'antisémitisme en Russie, c'est quelque chose de très ancien, même à l'époque tsariste et avant. Non, mais pourquoi je voulais dire, parce que ces fameux juifs de Russie, ce sont des juifs ukrainiens, en fait. Et ce sionisme, ce nationalisme israélien, oui, il est né en grande partie en Ukraine, au contact de nationalisme ukrainien. Mais c'est extrêmement simple, peut-être je peux donner, ça peut être étonnant, mais juste deux mots pour les spectateurs. Alors, encore une fois, j'expliquais que dans l'Empire russe, les juifs vivaient principalement en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie et en Lituanie. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu en Europe le printemps des peuples, en fait, la naissance des nationalismes, avec cette idée que chaque nation doit avoir, État-nation, chaque peuple, il doit avoir une nation, un État. Et pourquoi ? Parce qu'on a eu plusieurs empires en Europe, y compris l'empire austro-hongrois, qui regroupait plusieurs ethnies, et qui sont devenus par la suite États-nations. Et donc, les Juifs qui vivaient au milieu de ce printemps des peuples
Et eux aussi, finalement, ils étaient gagnés par l'idée que nous aussi nous existons, nous aussi nous voulons l'État. Sauf que, contrairement aux Ukrainiens, aux Tchèques, aux Slovaques, ils n'avaient pas forcément de terre. Donc, en fait, l'idée a fait le chemin. Par la suite, pour revenir au pogrom, donc en effet, ça se passait principalement en Ukraine ou en Biélorussie, mais par les factions on va dire pro-moscovite, pro-grand russe, pro-empire, qui voyaient en juifs les ennemis de l'empire. Et c'est même pour cela que il y a eu depuis toujours une sorte d'alliance entre les nationalistes ukrainiens qui rêvaient d'un État ukrainien et qui avaient pour ennemis les impérialistes chauvinistes russes et les juifs qui étaient persécutés par les impérialistes chauvinistes russes. Et il y a eu beaucoup d'échanges, y compris intellectuels. Il y a eu beaucoup de mécènes juifs, en effet, qui finançaient les médias nationalistes ukrainiens au début du XXe siècle. Et il y a eu beaucoup de dialogues et d'échanges. Et en fait, l'idée de simplement avoir un foyer à soi, un pays à soi, où on peut s'exprimer, où on peut vivre pleinement ce qu'on est. Et d'ailleurs, juste très rapidement, suite aux pogroms qui ont eu lieu dans l'Empire russe, au moment de la création de l'Union soviétique, quand Staline a eu le pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites vis-à-vis des Juifs soviétiques, ça a été de créer un État, une république en fait, qui s'appelle toujours le Birobidjan. Donc on dirait que c'est tout droit sorti de Tintin, mais ça existe bien. Non loin de la frontière russe avec la Corée du Nord, par exemple. Il a décidé de déplacer, alors certains diraient déporter, justement, parce qu'il y a une discussion historique sur le sujet, les Juifs soviétiques là-bas, justement. On aurait pu imaginer dans un premier temps que c'était pour donner un lieu de vie aux Juifs soviétiques, mais c'était surtout pour éloigner, entre guillemets, ce qu'il considérait lui-même comme étant ce qu'il considérait comme étant un problème, à savoir la question juive en Union soviétique. Donc c'est pour rebondir un peu sur l'antisémitisme que tu décrivais, Mariana. Après, je mettrais un bémol néanmoins sur l'antisémitisme en Russie aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne sais pas à quel degré, justement, la population russe aujourd'hui est ou n'est pas antisémite. On va partir du principe que la population ne fait pas un tout quand il s'agit d'antisémitisme. Je ne sais pas, fais un test, reviens vers tes contacts et parle-leur de ta collègue. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut sur la population, faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Nouvelle de islamophobe Non, pas vraiment. Non, par contre, dans le live, oui, j'ai eu quelqu'un qui disait ce live est un peu flou. C'est parce que là, on tire des ficelles, en fait, parce que le sujet est très complexe. Donc, on parlait des relations entre Israël et la Russie. On peut revenir à du dur, si vous voulez, puisque vous insistez. Il y a le général McMaster dans les colonnes de l'Express, donc c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui disait le 5 novembre, c'était dimanche, Poutine et Xi Jinping, le président chinois, sont déterminés à redessiner l'ordre mondial en faveur des régimes autoritaires. C'est excessif, ce qu'il dit, McMaster ? Peut-être une question pour toi, Léo. Tu as lu l'interview du général dans l'Express ? Bon, voilà, ça reste le conseiller à la sécurité de Donald Trump. Je pense que c'est donné beaucoup de corps. Il n'était pas que sous Trump. Oui, mais, je pense que c'est donné beaucoup. Bon, ça s'inscrit dans un narratif. Faut garder ça en tête, un narratif politique. Je pense que c'est donné beaucoup de corps au partenariat entre la Chine et la Russie, qui existe, mais qui sur un plan. C'est un peu le narratif américain, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est le nouvel axe du mal, mais qui sur un plan très concret, existe peut-être moins dans la tête de certains. C'est un peu comme les BRICS à certains moments, quand il y a eu les grands événements autour des BRICS cette année, on en a fait le nouveau camp face à l'Occident. Bon, faut vraiment relativiser ça. Les structures concrètes existantes entre ces éléments-là ne fonctionnent pas toujours très bien, voire n'existent pas forcément, parce que vous avez affaire à deux pouvoirs qui restent nationalistes, qui sont centrés sur leur intérêt avant tout, mais de manière beaucoup plus prononcée peut-être que ne peuvent l'être l'Occident global tel que l'entend la Russie. Les États-Unis qui appellent à faire un peu corps derrière eux contre l'Iran, en fait. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on fantasme un peu souvent l'opposition Occident et non-Occident. En fait, on parle souvent, l'Occident c'est une chose, donc c'est généralement l'Union européenne, l'OTAN réunie, ou l'OTAN.
Ouais, disons l'OTAN, mais le monde non occidental, on a des expressions. Alors on utilise les pays du Sud, le monde non occidental. Bref, aucune de ces expressions n'est véritablement satisfaisante. En fait, si on prend juste l'exemple des BRICS, par exemple, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un éléphant dans la pièce, c'est la Chine, qui est de toute façon la deuxième puissance économique mondiale, en fait. Donc du coup, qui n'est ni occidental ni du Sud. Et voilà. On sait que les relations, par exemple, entre la Chine et l'Inde sont globalement assez mauvaises quand même. Donc, on imagine mal un axe non occidental contre l'Occident. Après, par contre, quand on parle de fantasme, ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, lui, il rêve de ça. Et c'est quelque chose qu'il met en avant depuis longtemps. Un clivage Occident-Sud, c'est ça. C'est ça, Occident-Sud, et il cherche à rallier justement ses puissances. C'est pour ça qu'il cherche à diffuser son influence sur le continent africain, latino-américain, en Asie aussi. Et depuis à peu près la deuxième moitié des années 2000, il a développé un discours allant dans ce sens. En 2007, on se souvient du discours de Munich, où il disait justement, il mettait en garde contre le monde unipolaire souhaité par les Américains, et il appelait à l'émergence d'un monde multipolaire. Aujourd'hui, il a radicalisé son discours. Désormais, il parle de guerre politique contre l'Occident collectif, et il dit qu'au sein de cette guerre politique, il faut que justement les puissances non occidentales se rallient, en fait, évidemment, pour faire corps. Et on en est aujourd'hui encore très loin. Léo. Non, c'est exactement ça. Enfin, ce discours-là, il s'appuie sur donc, au moins deux grands concepts, qui est vraiment l'Occident collectif, qui reste assez vaste et à identité variable, et le Sud global, je pense que c'est aussi il me semble que c'est aussi présent dans le discours de Poutine, dans une logique de confrontation. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un certain réalisme qui dit que si le Sud global inclut la Chine, Poutine est très conscient que c'est pas la Russie qui va le diriger, quoi. Et qu'il y aura très 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 probablement un rapport de subordination assez rapide entre une puissance qui, même bien qu'en difficulté économiquement, reste super dynamique par rapport à la Russie, qui reste en très très grande difficulté, notamment sur près de tous les plans, en fait, quand on y pense. Donc je pense que voilà, il y a le discours, il y a aussi un fond de réalisme sur que serait le Sud global s'il advenait. Effectivement, je pense que pendant très longtemps, on a eu du mal à s'adapter au shift de la division du monde entre l'Est et l'Ouest. En gros, il n'y avait pas de Sud, il y avait l'Est et l'Ouest, et les vassaux. Et on n'arrive toujours pas à mettre les mots et à comprendre comment conceptualiser tout ça. Et alors certains vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas de dichotomie, qu'il n'y a pas d'opposition. En fait, il y a d'autres qui créent ça artificiellement en y incluant tout et n'importe quoi, ce qui donne le Sud global, mais ce qui est effectivement ce que viennent d'expliquer Lucas et Léo, ce qui est tout juste n'importe quoi. Par contre, moi, ce que je pense, moi je propose une troisième voie. C'est la troisième voie de Marianne. Voilà. Moi, je pense qu'il y a en effet une position nette, il y a une sorte d'Occident global, il est là, il est par ailleurs assez clairement défini. Ce sont de régimes démocratiques, ça c'est le côté démocratique du monde où que ça se trouve, parce que ça se trouve dans les Amériques, en Europe, ça peut se trouver en Afrique, ça se trouve également en Asie. Donc d'un côté, on a l'Occident global, d'une certaine manière. D'une autre manière, on a l'ennemi, l'autoritarisme global. Donc ceux qui peuvent prétendre avoir une certaine puissance dans ce camp-là, les autres sont des vassaux. Et de l'autre côté, et c'est là où même c'est très intéressant, entre les deux, on a des puissances ou des puissances aspirantes qui essaient de se positionner comme arbitres dans cette confrontation, ou qui essaient de tirer leur épingle de jeu, ou qui essayent de faire leur propre promotion, de voir comment ils peuvent profiter de cette situation pour arriver à une sorte d'un autre monde où leur place sera plus importante. Donc là, c'est très clairement la Chine et l'Inde. Et les autres qui sont sollicités, qui ne sont pas concernés, mais qui sont sollicités par des différents acteurs et qui contrairement à puissance, ne cherchent pas forcément leur place, mais qui cherchent à qui se joindre, à qui donner leur loyauté et dans quelle mesure. Donc voilà, en effet, c'est extrêmement complexe.
Moi, je pense qu'il y a à la fois une sorte de confrontation. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la particularité, c'est qu'on a des grands joueurs, des grands acteurs, des puissances aspirantes qui ne font pas partie de ce jeu. Pour l'instant. Pose le chat. Il y a Jet Set Willy qui nous dit dire que l'Iran prive des libertés. Est-ce que c'est être islamophobe ? Non, je ne pense pas. Enfin, je suis sûr que non même, puisqu'en Iran on prive effectivement des gens de liberté. C'est une réalité. Et qui 75. Est-ce que la notion d'Occident est aussi nette que cela ? Pas sûr. Je crois qu'on a répondu à ces questions. Non, la notion d'Occident n'est pas aussi nette que cela. Quelqu'un, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'avait dit Mariana, ou j'ai coupé la chic à quelqu'un ? Pendant la question. On peut aussi renommer, enfin non, mais je ne sais pas, une troisième voie, toujours dans l'approche créative. On peut renommer l'Occident. Aujourd'hui, on peut renommer même l'Occident global par le groupe des Rammstein, parce que ce qui était frappant, c'est que le groupe des Rammstein, je rappelle aux spectateurs, ce sont ces conférences régulières d'aide plutôt militaires à l'Ukraine qui ont lieu depuis l'invasion de l'Ukraine. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que depuis la toute première rencontre de Rammstein, il y a une volonté d'y amener les pays de tous les continents, mais qui partagent, qui font partie de cet Occident global. Donc on peut y retrouver les États-Unis, les pays européens, mais aussi la Corée du Sud ou le Japon. Voilà, on peut aussi renommer, d'une certaine manière, j'ai l'impression que le groupe des Rammstein correspond aujourd'hui plus ou moins à l'Occident global. Oui, c'est possible. Et si on essayait du coup de définir la fameuse troisième voie dont tu parlais, Mariana, en fait, si on remonte à l'époque de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, il y avait aussi en fait un troisième bloc qu'on oublie souvent, c'était le bloc des non-alignés. Donc il y avait beaucoup de pays du continent africain, il y avait la Chine aussi. Donc c'était quand même des puissances assez importantes, évidemment. Aujourd'hui, dans la recherche, quand on réfléchit un peu à cette question, on parle désormais de pays multi-alignés, non pas de pays non-alignés, mais de pays multi-alignés, donc pour qualifier notamment beaucoup de pays d'Amérique latine, par exemple, qui appellent souvent, dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, à un cessez-le-feu, continuent d'avoir des partenariats avec les uns et les autres, sans finalement... L'idée n'est pas de ne pas choisir, mais en tout cas de choisir une forme de camp de la paix, après avec tout ce que ça suppose et les difficultés qu'on peut imaginer dans ce contexte, mais voilà, il y a ce côté-là, ce camp-là, on va dire, existe en tout cas. Je pense que tout à fait pour aller dans ce sens-là. Pour les puissances moyennes, émergentes ou tout juste émergées, il y a une généralisation de la politique de hedging, en fait, qui consiste à aller là où l'intérêt national pousse, et c'est nulle part plus visible qu'avec l'Inde, où c'est vraiment une politique qui est assumée, qui est décrite. Je crois qu'ils appellent ça la multipolarité, une politique multipolaire, un truc comme ça, où c'est vraiment ça, c'est écrit comme ça, c'est l'Inde va là où est son avantage, et c'est nulle part aussi visible que sur le conflit en Ukraine, puisque l'Inde, grâce au conflit en Ukraine, reçoit des quantités d'hydrocarbures très importantes à faible coût, et est en position de force pour renégocier tous les partenariats, notamment d'armement militaire, avec la Russie, qui, avant la guerre en Ukraine, n'allait vraiment pas très bien. Donc ça permet aux Indiens de jouer notamment face à la France dans les partenariats d'armement, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment une position qui est très visible sur tous les pays des BRICS hors Chine, en fait, qui répondent à cette logique-là. L'Afrique du Sud va jouer à ça, bien que l'Afrique du Sud soit dans une position un peu plus difficile que l'Inde. Le Brésil, et ça c'est très 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 bien vu dans ses relations avec l'Ukraine, c'est une politique, bon, on n'est pas dans un camp, mais on va se rapprocher de celui qui nous promet le plus, et on va faire jouer la concurrence entre les puissances. Et ce qui est très très intéressant, c'est que, parce que quand même les leaders, les puissances vraiment qui émergent ou qui veulent avoir une place importante dans le monde, je pense à juste titre, l'Inde et la Chine, ce qui est très important et ce qui rajoute à la complexité, c'est premièrement le conflit entre l'Inde et la Chine, le conflit latent. Premièrement. Deuxièmement, c'est que l'un est un régime autoritaire et liberticide et l'autre est quand même la plus grande démocratie du monde. Et troisièmement, c'est que les deux, surtout pour la Chine, ils se positionnent quelque part en dehors de la bataille et pour aller là où l'intérêt les pousse. Mais pour continuer, pour développer un tout petit peu ce que tu dis, je ne sais pas si c'était ton idée, mais il faut quand même il faut jamais oublier que l'intérêt quand même de base de l'Inde
ou de Chine, c'est que l'Occident global continue d'être riche et d'acheter les produits chinois. Hein. Parce que sinon, après, tout se casse la gueule. Hein. Vous voyez, ce pays, il fabrique des choses, mais après, c'est pas pour le client principal, il se trouve quand même dans l'Occident global. Et c'est même pour cela que leur jeu est compliqué, si vous voulez bien, parce qu'ils veulent quand même préserver la poule aux œufs d'or, enfin, le client principal. Ils veulent d'un côté acheter les hydrocarbures pas chers à la Russie et, d'une certaine manière, maintenir la Russie tout en l'affaiblissant pour avoir toujours les meilleures conditions. Mais tout cela, in fine, pourquoi ? Pour continuer à vendre aux très bons clients à l'Occident, pour améliorer la situation dans leur propre pays. Donc là, vraiment, c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas absolument pas évident. Et si on conjugue ça au fait que ces pays ont vraiment une sorte d'ambition de leader, alors même qu'ils jouent un rôle d'équilibrisme entre les deux, là, ça devient vraiment complexe. Il y a deux questions dans le chat qui sont très différentes. Il y a Volka qui dit le Qatar, Occident ou pas ? Qui veut ? Derrière cette question, c'est le Qatar s'aligne derrière qui, en gros ? C'est une bonne question. Non, je ne crois pas qu'on puisse mettre le Qatar dans le sac de l'Occident. Hein. Le Qatar est aidé par l'Occident, notamment depuis, la diffusion de son soft power à travers plein de manifestations culturelles, sportives, etc. On sait notamment qu'on a vu Emmanuel Macron, par exemple, au moment de la Coupe du Monde de football au Qatar, prendre plutôt position en faveur du Qatar, là où beaucoup d'organisations, notamment d'ONG, critiquaient les droits des travailleurs, les droits humains, etc. là-bas. Aujourd'hui, j'ai la sensation que le Qatar cherche une position d'équilibriste pour pouvoir en fait faire une médiation dans ce conflit israélo-palestinien, avec peut-être une tendance quand même à regarder davantage vers l'Occident, effectivement. Non, littéralement, le Qatar, c'est vraiment une des puissances peut-être qui pratique le hedging de manière la plus assumée, où on a vraiment un partenariat. Aller vers là où le vent le porte, quoi. Hein. Où ses intérêts Son intérêt le porte. Et qui fait jouer les intérêts des grandes puissances en concurrence, en fait. On a un pays qui est tout petit, qui est coincé entre deux grosses puissances régionales très ambitieuses, qui a un partenariat privilégié avec la Turquie, qui a un partenariat privilégié avec la France, qui va, comme tous les pays du Golfe, acheter des armes pour s'attacher des amitiés de différents pays. Donc on est vraiment sur un acteur qui se veut au milieu et qui va jouer là-dessus tout son intérêt. Après, oui, je pense qu'il y a peut-être une idée à exploiter. Enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la région, mais je pense que peut-être qu'il faut le regarder de manière un peu, à l'échelle de la région, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a que deux pays qui sont assez semblables, où il y a peu de liberté, où il y a des régimes politiques qui ne sont pas démocratiques. Mais après, il y a aussi même le cadre légal, il peut varier beaucoup d'un pays à l'autre dans la région. Et moi, c'est personnellement quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même la perception des habitants de la région, comment ils eux-mêmes perçoivent la différence entre leur pays, le régime politique dans leur pays, et les pays voisins. Et je suis souvent surprise d'apprendre que, même si pour nous, il s'agit de pays autoritaires, l'un comme l'autre, comme le troisième, les habitants de ce pays peuvent eux-mêmes avoir une sorte de perception que eux ils vivent dans une sorte de petite démocratie ou une petite Suisse par rapport aux voisins où là c'est oh là là, c'est vraiment horrible, c'est impossible. Donc peut-être qu'on peut faire une analyse régionale. Je ne sais pas si elle sera pertinente, mais en tous les cas, moi je trouve ça assez intéressant. Je vois que l'heure tourne, chers amis. J'ai tout de même 3 questions qu'on peut peut-être aborder de manière un peu, alors pas rapidement, mais enfin en tout cas le plus rapidement possible, de manière la plus complète possible. Des élections en Ukraine, c'est possible ? Alors, très très simple, Carthago delenda est, démocratie contre l'autoritarisme. L'Ukraine, même en temps de guerre, est une démocratie. Il y aura des élections. Zelensky, le président, ne veut pas d'élection. C'est le temps de la guerre, ce n'est pas le temps de l'élection. Zelensky, même s'il est un chef de guerre, ça reste un président élu et un homme politique. Il fera ce que la société veut. Donc en fait, pour l'instant, la société ukrainienne, elle n'a pas exprimé une envie ou une exigence claire de élections. Mais si ça arrive, elle peut faire plier. Ça aura lieu, on trouvera une solution. Si ça n'arrive pas, personne,
la volonté de personne, ni de Zelensky, ni de gouvernement, ni d'aucun autre parti politique ne fera pas violence à la société ukrainienne. Voilà. Donc, à voir. L'hiver, j'ai une question pour toi, Léo. L'hiver arrive, ça sera l'avantage de qui? Plutôt des Ukrainiens, plutôt des Russes? Ça va être très pénible pour les deux. La guerre va s'arrêter pendant l'hiver? Ça va être très clairement La réponse très est évidemment non, je pense. D'autant que là, pour le moment, de ce qu'on en voit, le potentiel offensif, donc la masse de réserve qui est susceptible de faire une percée pour faire débloquer la situation, les Ukrainiens ont l'air d'en avoir consommé une bonne partie pendant l'offensive d'été. Les Russes viennent d'en consommer une bonne partie pendant leurs 3 semaines d'offensive sur Avdiivka, sachant que même si l'offensive finalement débouche à Avdiivka, ça sera une petite poche en moins pour l'Ukraine, mais ça changera pas la donne stratégique en profondeur. Donc en l'état, oui, ça va être un problème parce que la saison sans route, ça reste un problème, mais vu l'état des forces, une opération offensive d'ampleur susceptible de changer la situation avant au moins le printemps prochain, ça me semble très improbable, même s'il n'y avait pas de neige, même s'il n'y avait pas de boue. Vladimir Poutine entérine la sortie du traité international d'interdiction des essais nucléaires. C'était très attendu en réalité. C'est la suite logique en fait de la stratégie du chaos qu'on décrit depuis le début. C'est-à-dire que très tôt depuis le début de l'invasion, il a mis en avant la menace nucléaire, il l'a brandie une fois, 2 fois, 3 fois. Le problème quand on brandit cette menace nucléaire aussitôt, ça signifie qu'on est en fait en difficulté sur le terrain et qu'il faut trouver d'autres cartes à brandir. Donc voilà, il agite ce chiffon nucléaire en sortant de ce traité. Effectivement, ça reste quand même inquiétant, hein, évidemment. Il ne faut pas prendre tout ça à la légère, mais on est toujours dans cette même logique de stratégie du chaos et de fuite en avant aussi, de la part de Vladimir Poutine, qui verticalise son régime de plus en plus, et ça devient tellement visible aujourd'hui que certains éléments paraissent un peu absurdes en réalité. Sur les questions nucléaires qui ont une grammaire très spécifique et qui requièrent un bon niveau de compréhension, je recommande à ceux qui suivent de suivre Héloïse Fayet sur Twitter, qui vraiment s'attache à essayer de faire un suivi assez fin et régulier de ces questions-là. Héloïse qui était chez nous la semaine dernière. Le mot de la fin, Mariana, c'est pour toi. Moi aussi, moi aussi, je me joins à la recommandation de suivre Louise, Héloïse, pardon, qui est une très bonne experte. Non, mais je pense que nous pouvons résumer par ce par quoi nous avons commencé. C'est que, contrairement à l'impression que ça peut donner, parce que l'actualité fait shifter un tout petit peu la focalisation de médias, l'invasion de l'Ukraine ou la guerre en Israël ne sont pas des événements isolés. Ce sont quand même des épisodes, même s'ils sont un peu éloignés géographiquement, mais de même processus global. Nous sommes en plein de ces processus. Cela va durer encore des années, avec une issue absolument incertaine. Nous ne savons même pas quels seront les prochains épisodes, mais c'est ce qui nous est donné à vivre. Et j'invite tout le monde à être optimiste quant à... Ah non, mais non, mais tant que... Enfin, non, mais... Très sincèrement, le fait que... Non, mais très honnêtement, parce que l'Ukraine, elle s'est retrouvée, malgré elle, parce que vous imaginez bien que les Ukrainiens n'ont jamais voulu ça, mais malgré elle, l'Ukraine, et par ailleurs de 2014, se retrouvait quelque part en avant-garde, ou plutôt fort-poste de cette guerre entre la démocratie et l'autoritarisme. Et l'Ukraine tient. Et l'Ukraine a tenu, même elle a repoussé la grande invasion. La grande invasion n'a pas eu lieu. Enfin, elle n'a pas eu de succès. Donc, en fait, la démocratie, personnifiée et symbolisée par l'Ukraine, elle a tenu. Et c'est même pour cela que l'invasion de l'Ukraine a tellement totalisé l'intérêt et les passions dans le monde entier. C'est parce que les spectateurs ne se trompent pas. C'est parce que l'Ukraine symbolise quelque chose. Eh bien, dans ce qui se passe actuellement dans le monde, l'Ukraine symbolise quelque part ses valeurs, de la démocratie. Et donc, la très bonne nouvelle, c'est que l'Ukraine a tenu. Donc, rien n'est perdu pour nous. Il y a des très bonnes chances à ce que nos valeurs, les libertés, au terme de ce conflit soit-il hybride, mais quand même globalisé, gagne, et qu'à la fin,
nous vivrons dans un monde meilleur. Léo, le mot de la fin, puis Lucas. Un mot de la fin très rapide, et juste pour prendre un point de vue peut-être très cynique et très froid, mais comparons la guerre en Ukraine et la guerre en Afghanistan. Pendant 20 ans, l'Occident, l'OTAN a déversé des centaines de milliards de dollars sur l'Afghanistan pour absolument aucun changement. Enfin, quasiment la situation de l'Afghanistan entre 2000 et aujourd'hui, elle est quasiment la même, de notre point de vue en tout cas. Là, en 20 mois, l'Ukraine, avec quelques centaines de milliards, mais beaucoup moins que l'Afghanistan, a littéralement détruit l'armée conventionnelle russe, en fait. Et ça, je pense qu'il y a 3 ans, on n'aurait même pas pu en rêver, tout simplement. Mais il faut garder en tête l'évolution aussi rapide qu'elle a été en 20 mois de ce point de vue-là. Lucas, le mot de la fin. Moi, je mettrais en garde sur justement la perception qu'on a de ce conflit, de la Russie, de ces régimes autoritaires aussi. La stratégie de Poutine, c'est de faire sienne ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire, c'est-à-dire apparaître plus gros qu'on ne l'est réellement, alors qu'une fois confronté au réel, en l'occurrence le réel étant le terrain militaire en Ukraine, avec l'aide évidemment des puissances occidentales, mais la réalité de sa puissance est apparue bien plus faible que ce qu'on imaginait. Donc attention à bien fact-checker toutes les informations, à ne pas mettre toujours la main du Kremlin derrière tout ce qui se passe, faire attention à ne pas grossir la puissance de Vladimir Poutine, parce que ça fait son jeu, ça crée une forme de peur vis-à-vis de son État et de sa puissance qui, la réalité, est plus faible que ce qu'on imagine. 13h, passé de 8 minutes et 8 secondes. Merci Lucas, merci Léo, merci Mariana. Merci à vous tous. D'être venus. Revenez quand vous voulez. On aura évidemment l'occasion, malheureusement, Je prends je ne sais rendez-vous pas. quand même ou même pas? Je pense qu'il n'est pas nécessaire. Mathis te rappellera. Et tu peux nous envoyer. Et vous pouvez nous envoyer vos actualités respectives, bien sûr, si vous en avez. Et on vous recevra à nouveau avec plaisir. C'était passionnant. En tout cas, ça fait beaucoup réagir le chat. Je vous chasse de manière fort inélégante. On se quitte pas, les amis du chat. On fait une pause d'à peine 1 minute pour accueillir les autres invités de la deuxième partie du stream. On va quitter le front ukrainien, on va refermer la page de l'actu, quoique non, on va y rester un peu. On va aller faire un tour dans la forêt. Et je crois que Christophe de Heudier est là. Salut Christophe, bienvenue. Bienvenue, merci. Tu peux t'asseoir là par exemple. Alors tu as un micro, il est très directionnel, il faut bien lui parler comme ça. Et pas trop. Parfait. Oups. Donc je disais, on va aller faire un tour dans la forêt parce que c'est l'automne, et l'automne c'est les feuilles mouillées, c'est aussi les champignons, et ce sera aussi l'heure de la petite histoire de la grande histoire. Donc on prend notre grosse botte d'hiver avec vous, Christophe de Heudier, je viens de te tutoyer donc on peut peut-être se tutoyer. Christophe, t'es botaniste, t'es mycologue. Mycologue, c'est spécialiste des champignons, et tu as fondé le Chemin de la Nature. Qu'est-ce que c'est le Chemin de la Nature ? Chemin de la Nature, c'est un organisme de formation qui transmet la connaissance des plantes et des champignons, à la fois via des formations en ligne, avec forum d'identification, je précise, pour éviter les accidents, et aussi des stages et des balades sur le terrain, principalement en région parisienne. Alors pourquoi c'est important en ce moment, l'actualité, c'est qu'il y a il y a eu un sursaut, il y a eu un bond des intoxications de gens qui partent à la cueillette des champignons sans trop s'y connaître en réalité, mais qui ont fondé leur conviction sur la base d'applis. Et c'est un peu ce dont tu viens parler, c'est qu'il faut se méfier un peu de ces applis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire attention quand on se balade en forêt, qu'on va à la cueillette des champignons ? C'est vrai que cette année, déjà au mois de novembre, il y avait 2000 cas d'intoxication, 40 cas graves et 2 cas mortels. Les cas mortels, c'est comme d'habitude le syndrome phalloïdien, donc la fameuse amanite phalloïde, qui n'est pas le chapeau rouge avec les points blancs, qui est un chapeau plutôt verdâtre. Qui est la maladie de Tumouche, tu crois ? C'est la maladie de Tumouche qui a le chapeau rouge et les points blancs. Et alors, maintenant, est-ce qu'il y a plus de cas parce qu'il y a plus de cueilleurs, ou est-ce que le pourcentage vraiment a augmenté ? Le pourcentage d'intoxication en fonction des cueilleurs a augmenté, ça je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plus de cas. C'est aussi dû au fait qu'il y a eu beaucoup de champignons au mois d'août, alors que les années précédentes, au mois d'août, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a eu pas mal de cueillettes au mois d'août, donc des intoxications. En fait, dès qu'il y a des champignons, il y a des cueilleurs, et dès qu'il y a des cueilleurs, il y a des intoxications. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas la règle numéro 1 Alors, justement, j'allais te demander, pour éviter la confusion et pour ne pas mourir intoxiqué à cause d'une mauvaise omelette, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour ne pas mourir intoxiqué, il faut respecter la règle numéro 1, qui est d'être sûr de chez sûr, d'avoir bien identifié son espèce de champignon, ou de plante d'ailleurs, avant de l'accueillir pour la consommer.
pour être sûr, c'est pas si facile en tant que débutant. Et les applications ne permettent pas d'être sûres. Pourquoi les applications ne permettent pas d'être sûres ? Déjà, souvent elles le disent, elles donnent des possibilités, des choix. Il y a des chances que ce soit cette espèce, mais ça pourrait être celle-là. Donc on comprend avec les applications quand on voit, pour les plantes, par exemple PlanteNet propose des pourcentages. Ok, c'est cette plante à 50%, à 60%. Vu que la règle numéro 1, c'est d'être sûr à 100%. C'est 100%, c'est pas 60%. Voire plus, c'est-à-dire que quand on est débutant, être sûr à 100%, un 100% de débutant, je vais dire ça comme ça, c'est pas un vrai 100%. Quand on démarre vraiment dans la cueillette, il faut être plus que sûr, c'est-à-dire qu'il faut faire valider sa cueillette à des experts. Alors les experts sont qui ? Avant on disait que c'était le pharmacien. Est-ce que c'est encore le cas ? Moi j'avais entendu que les pharmaciens n'étaient plus forcément formés en fait à ça. C'est ça. C'est pas vraiment les pharmaciens aujourd'hui. Alors il peut y avoir des pharmaciens qui s'y connaissent. C'est des pharmaciens qui se passionnent pour la thématique, mais pas plus que n'importe qui, finalement, n'importe quel corps de métier qui se passionne pour la mycologie peut être expert aussi. Donc, c'est les sociétés mycologiques, et il y en a plusieurs, ou autres, ça peut être nous, le chemin de la nature. Sur nos formations en ligne, on a des forums d'identification où les gens postent leurs photos pour être sûr de ne pas s'intoxiquer, et voilà. Il y a Steel dans le chat qui dit est-ce que Google Lens c'est valable pour identifier les champignons ? Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, moi je ne vois pas ce que c'est. C'est pareil qu'une application d'identification en fait, c'est pas sûr à 100%. C'est quoi les champignons les comestibles les plus populaires en France avec qui il pourrait y avoir une confusion ? Tu parlais de la maladie de phalloïde. Oui, mais c'est peut-être pas celle-là en fait qui crée le plus de confusion. En tout cas, le plus de morts, donc c'est quand même bon d'avoir des informations. On peut en parler. 81% des décès, c'est dû à la maladie de phalloïde qui est confondue notamment avec des rosées des prés. Bon, les connaisseurs en champignons disent comment est-ce qu'on peut confondre ? Mais bon, quand on est débutant, encore une fois, pour les plantes tout est vert, pour les champignons tout a un pied, un chapeau. Donc la maladie de phalloïde, à la différence des rosées des prés notamment, qui sont des champignons du groupe du champignon de Paris, les agariques, la maladie de phalloïde a ce qu'on appelle une volve en sac à la base du pied. C'est comme un sac qui va englober le pied par en dessous. Et les lames des amanites en général, bien qu'il y ait des exceptions, vont être blanches. Et rester blanches, parce que les spores, l'équivalent des graines pour les champignons, sont fabriqués au niveau des lames, donc sous le chapeau, et ils restent clairs. Ce qui fait que les lames restent, on va dire, claires. Alors que les rosées des prés, les lames sont roses, plus ou moins pétant, et la sporée est foncée, donc les lames deviennent marron. Quand on achète des champignons de Paris, souvent les lames sont marron parce que la sporée s'est formée. Il y a Kyle qui demande est-ce que vous avez des photos ? Alors moi je ne suis pas mycologue, donc je n'ai pas prévu de photos, mais les modos peuvent mettre un lien vers le site de l'association de Christophe, parce que je pense qu'il y a 2-3 infos pas mal. Oui, le chemin de la nature, vous tapez le nom d'une espèce de champignon ou de plante suivi de le chemin de la nature, et vous avez accès aux articles, aux vidéos. Alors, vous faites les champignons, on peut aussi parler peut-être des plantes, qui sont aussi dans la forêt après tout. Il y a des plantes pour lesquelles il faudrait porter une attention très particulière, qu'on ne peut vraiment pas manger, et qu'on serait peut-être tenté de cueillir. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'ailleurs, il y a autant de plantes toxiques que de champignons toxiques, à peu près. Il y a environ 400 espèces de champignons toxiques, et il y a environ 300 espèces de plantes toxiques en France métropolitaine. Donc ça veut dire qu'il y a 300 chances de s'intoxiquer, mais parmi ces 300 plantes, par exemple, pareil pour les champignons, d'ailleurs c'est à peu près pareil, il y en a une petite cinquantaine de mortels, donc très 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 toxiques. Genre une petite quantité qui tient dans la main, ingérée bien sûr, et mortelle. Aucune plante ni aucun champignon n'est mortel ou n'est très dangereuse au toucher, genre si on le touche comme ça. On peut même... bref. Alors tu en viens à ma deuxième question. Est-ce qu'il peut y avoir des contaminations entre plantes ? Par exemple dans un panier en bois ? Non. Et c'est surtout pour les champignons d'ailleurs qu'il y a cette croyance. Oui, on pense que si on met un champignon dans un panier, ça va... le poison va se répandre. Ni dans un panier, ni même dans la nature. Il y a aussi des gens qui croient que si une plante toxique pousse à côté d'une plante comestible, la comestible pourrait être contaminée par la toxique. C'est pas le cas. Et dans un panier... Il faut quand même éviter, en tant que débutant surtout, de mélanger plein d'espèces de champignons avec des comestibles, des toxiques, avec l'idée d'en consommer de retour chez soi, parce qu'on pourrait oublier, on pourrait se tromper de retour chez soi et laisser un petit mortel dans sa poêlée, ça serait embêtant. Donc pour ça, il faut éviter. Par contre, si on met une amanite phalloïde en bon état d'un côté et un cèpe de l'autre,
la manite phalloïde ne va pas On ne contaminer va pas le cep. contaminer le cep. Un mode d'emploi pour une balade safe à la recherche des champignons ou des plantes en forêt. Alors, il faut être sûr de son identification, donc pour ça il faut y aller petit à petit, progressivement, de préférence avec des gens qui s'y connaissent au début, ou alors prendre des belles photos qu'on va montrer ensuite à des experts. Il faut choisir des plantes pas trop compliquées, assez communes, et puis voilà, apprendre à l'aide de livres, de vidéos, s'intéresser un peu à tout ça, commencer à apprendre un peu de vocabulaire pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le livre et pouvoir comparer la plante avec ce qui est décrit dans un livre. Et puis tu me demandais tout à l'heure une plante dangereuse, par exemple, c'est l'ail des ours qui est confondu avec le muguet ou avec d'autres. Donc il faut noter que le muguet ne sent pas l'ail, mais c'est vrai que les feuilles de muguet ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux feuilles d'ail des ours. Et qui sont extrêmement toxiques. Et les feuilles de muguet sont mortelles, il n'y a pas que les feuilles. Alors, sentent pas l'ail, mais il y a aussi une histoire de brillance de feuilles, notamment le muguet c'est brillant en dessous, alors que l'ail des ours c'est brillant sur le dessus de la feuille. C'est un des. L'ail des ours a aussi des petites clochettes comme le muguet quand elle fleurit. Non. Non. Donc quand c'est en Quand fleur, c'est fleuri, c'est plus facile. quand c'est fleuri, il n'y a pas de Au stade pas des de raison feuilles. de se tromper. Il y a Kyle qui demandait si on touche avec les doigts. Je crois que tu as répondu, hein, donc non. Il faut juste ne pas se lécher les doigts. Alors il y a quelques plantes, si on extrait vraiment le jus, hein, si on les désherbe et s'il y a le sucre de la plante, le jus de la plante sur la peau à la lumière, qui peuvent créer des brûlures. On parle de plantes phototoxiques. Et il y en a quelques rares qui peuvent créer des petites inflammations cutanées si on s'y frotte. Mais globalement, c'est ce genre de toxicité-là, quoi. Ça va pas être de la toxicité grave et il n'y a pas de problème à toucher une plante, même une plante mortelle, disons le muguet, et ensuite se mettre les doigts à la bouche. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais voilà, quand on achète un brin de muguet et qu'on l'a touché, il ne faut pas stresser, même si c'est une plante mortelle. Il y a vraiment 0,0000 grammes sur le bout de ses doigts, c'est pas ça qui va La devenir forêt, toxique. c'est pas si dangereux, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est Il y a ça. Momodo qui nous dit le champignon, faut pas le regarder dans les yeux. J'ai une dernière question pour toi, Christophe. Puis, bon, elle est un peu imbécile, mais ton dernier tweet, c'était Scoop, on peut manger ses glands. On peut manger des glands. Pas le sien. Pas le- Merci Christophe. Comment les glands, ça se mange? Alors les glands, ça se mange, mais il faut extraire les tanins. Donc dans les glands, il y a beaucoup de tanins, c'est cette molécule qui assèche la bouche, qui est âpre un peu comme les peaux de certaines noix ou la peau des châtaignes, enfin la deuxième peau. Donc pour enlever cet excès de tanin, il faut faire bouillir. Moi ce que je fais, c'est que d'abord je les passe au four parce que la cuisson, la torréfaction va réduire aussi les tanins. Donc ensuite j'enlève la peau comme les châtaignes et après je vais faire cuire en moyenne, moi ça me prend 2 eaux. Donc je fais cuire 20 minutes à l'eau, à grande eau. Je jette l'eau, je remets de l'eau, je refais cuire. Là je goûte. Si c'est plus âpre, c'est qu'il n'y a plus de tanin ou plus beaucoup. Et après, ça s'utilise comme des châtaignes. Hein. On peut faire, au lieu de faire de la crème de châtaigne, enfin crème de marron, On peut faire de la crème de on gland. fait de la crème de gland, de la liqueur de gland, du café de gland. C'est formidable. Et le mot gland a fait bugger le chat qui comment dire, qui fait des alertes au contenu sexuel. Donc, désolé le bot qui On va gère être le chat. censuré. Merci Christophe Delody. Qu'est-ce que vous proposez comme activité peut-être avec votre association? Alors, c'est pas une association, c'est une entreprise. On propose des balades. Votre entreprise, oui. On propose des balades toute l'année, à la fois sur les plantes et sur les champignons, avec aussi des formats sur participation libre pour que ce soit accessible à tous, au but de Chaumont, au bois de Vincennes, en forêt de Fontainebleau. Donc plutôt, Et d'autres plutôt à Paris. Ouais. Et puis des formations en ligne sur ces thématiques, donc des formations en ligne beaucoup plus complètes, poussées, avec toute une équipe qui accompagne les gens. Merci Christophe Delody. Avec plaisir. Je te chasse et rendez-vous dans la forêt peut-être. Avec grand plaisir, à bientôt. Salut, il est 13h20, 34 secondes, j'accueille Marie Marie-Stéphanie Servos et notre ami de numéro 1 n'est pas arrivé. Ah, salut. Prends place, salut. Allez, installez-vous, vous avez chacun un micro, vous avez de l'eau. Salut le chat, on va faire une pause de 30 secondes pour le changement de plateau. Allez-y, servez-vous. Et on va commencer avec notre invitée du jour. Notre invitée du jour, elle s'appelle Marie Decher. Marie Decher, tu es notre invitée du jour. Marie, tu es plein de choses. Oui. T'es réalisatrice, t'es autrice, t'es activiste, t'es conférencière, t'es aussi chevaleresse des arts et des lettres, Oui. jusque-là ça va. T'es aussi et surtout photographe et t'as commis un livre, ça s'appelle « Et l'amour aussi », qui se cache derrière mon portable et que vous voyez, mais qui apparaîtra aussi en
en fond sur le fond vert, qui est paru à la fin du mois d'octobre chez La Déferlante, avec en suspens au fil des pages une question, je crois, c'est qu'est-ce qu'être lesbienne aujourd'hui en France en 2023, donc 10 ans après l'adoption du mariage pour toutes et tous. Donc tu es allé avec ton appareil photo en bandoulière rencontrer plein de femmes, des célibataires, d'autres en couple, d'autres qui ont des enfants, pour leur tirer le portrait. Pourquoi ce livre ? Ce livre est parce qu'il y a 10 ans, lorsque les débats ont commencé et ont duré, une vague d'homophobie s'est abattue sur nous et les lesbiennes n'étaient pas représentées. Et les représentations, en plus des lesbiennes, étaient depuis très longtemps très dévalorisantes, en fait. Et il se trouve que en fin 2021, le ministère de la Culture a demandé à la BNF de faire une grande commande photographique pour soutenir la profession des photographes. Et donc, 100 photographes ont été recrutés pour 2022. Je me suis dit, c'est le moment. Donc, je me suis dit, je vais aller voir, en fait, comment elles vont. Depuis 10 ans, est-ce que ce mariage a pu changer ou pas dans nos vies, et puis donc j'ai fait des portraits, mais surtout aussi des portraits, des interviews, entretiens, et des entretiens, oui, parce que on n'entend jamais les récits des femmes qui aiment au féminin, et ça me semblait important. Souvent on dit qu'une photo vaut 1000 mots, mais pas tout le temps. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté ? Donc, tu as rencontré, c'est une longue liste, il y a Elina, Alice, Isabelle, Amandine, Sophie, Sarah, Véronique, Lama, Suzanne et toutes les autres. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté, toutes ces femmes ? Des histoires assez différentes en réalité. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ? Alors, il y a un dénominateur. Alors, outre le fait d'aimer au féminin, d'être lesbienne, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui m'est apparu flagrant, c'est que c'est l'absence d'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas représenté dans l'histoire et on est assez victime souvent de mauvaises représentations. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est caractéristique. Et je me suis rendu compte que ce qui s'était passé il y a 10 ans, la violence qui s'était passée il y a 10 ans, pour les plus âgés, les plus jeunes étaient trop jeunes effectivement pour le vivre, c'est devenu notre histoire. C'est-à-dire que ce moment qui était censé nous finir de nous enterrer, en fait nous a donné... rendu plus vivante. À beaucoup, nous a fait sortir du bois et nous a fait un peu pivoter et prendre conscience que nous avions un rôle, que nous avions des identités multiples, et qu'il fallait, pour une fois, en rendre compte de façon beaucoup plus positive. Tes modèles, si je puis dire, tu les as choisis ou rencontrés comment ? Alors, il y en avait que je voulais absolument photographier, qui sont des militantes. Alors, il y a beaucoup d'activistes dedans ? Il y en a quelques-unes, effectivement. Enfin, il y en a quelques-unes, oui. Il y en a au moins quelques-unes, oui. Oui. Qui sont... alors, on parle par exemple de Suzette Robichon, qui travaille sur la mémoire, justement, des lesbiennes, qui a fait beaucoup de choses, notamment sur la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a d'autres comme Véronica qui s'occupe de foot, mais aussi de solidarité avec des femmes qui sont réfugiées en France. Il y a Alice Coffin qu'on connaît, qui est une de vos consoeurs, qui a beaucoup aussi, qui est élue à la ville de Paris. Donc voilà, là ce sont des militantes. Et puis les autres, eh bien j'ai été les chercher, pas dans les associations, pas sur Internet. J'ai lancé des pistes le plus éloignées de moi en fait, socialement. Par capillarité. Voilà, mais en essayant d'aller loin. Et c'est-à-dire, par exemple, des fois, je suis invitée à faire un workshop, enfin un atelier ou quelque chose assez loin. Conférencière aussi, par ailleurs. Et je vais demander aux personnes qui l'organisent, est-ce que vous connaissez des femmes autour de chez vous ? Est-ce que vous en connaissez ? Ou demander à des hétéros, vous connaissez des femmes en couple ou pas ? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré... il y a 52 femmes, donc j'ai bien dû rencontrer au moins 2/3 de cette façon-là. Donc très éloigné. Et en même temps, ça a été c'est pas évident, j'ai parlé à plus de 80 femmes. Il y a quelques hommes aussi. Oui, il y en a 2, je crois. Il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes cis et un homme trans. Et qui ont participé. Et c'était j'ai oublié le début de la question, là. Je sais plus. Non, c'était comment tu les as choisis et comment tu les as rencontrés. Et tu disais donc au plus loin, donc par capillarité certes, mais au plus loin possible du cheveu, si je puis dire. Voilà, au plus loin, et puis avec une grande diversité. Et puis il fallait aussi qu'elles acceptent, parce que beaucoup sont aussi sous les radars. Et il peut y avoir ça peut être un art de vivre aussi, d'être en clandestinité.
Donc il y en a qui voulaient pas, qui comprenaient tout à fait le propos de ce livre, mais qui ne voulaient pas y participer. Et je parle d'elles dans le livre. Et puis elles sont toutes courageuses parce qu'on voit encore, elles le savent, on est bien placé pour le savoir, que l'homophobie, la lesbophobie sont encore très très présentes et que il faut du courage parce qu'on va être visible vis-à-vis de sa famille, de ses proches et puis de gens qu'on ne connaît pas. Donc elles sont toutes très diverses et en même temps très unies dans ce courage-là. Tu es aussi à l'origine d'un collectif qui s'appelle La Part des Femmes, qui dénonce la sous-représentation des femmes dans le monde de la photo. Oui. Et tu as interpellé notamment, je pense, c'est les rencontres d'Arles, Oui. pour leur dire qu'il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup de femmes, je crois. Tu peux raconter peut-être un peu l'histoire Oui. Donc, donc les rencontres d'Arles, c'est le festival de la photo. Hein, oui, c'est un gros, c'est le plus gros festival d'Europe, je crois. International, de la photo, qui a lieu tous les ans en juillet à Arles. Oui, justement, toute cette histoire a commencé il y a 10 ans. Et d'ailleurs, il y a un livre qui sort là aux éditions Locaux, qui est sorti samedi dernier, qui s'appelle Femmes photographes 10 ans pour sortir de l'ombre. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Sylviane Viande de Mortel qui a interviewé plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce changement. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, puisqu'on m'a dit, je trouvais qu'il n'y avait pas de femmes. On me disait que j'exagérais. Et j'ai dit, je vais compter. Alors ça, c'est une pratique très féministe. Donc j'ai compté pour que les femmes comptent. Et puis je me suis rendu compte qu'au-delà du comptage, il y avait quand même des questions qui se posaient. Et puis quand j'ai eu assez de matière, j'ai voulu ouvrir un blog. Et à ce moment-là, j'ai j'ai lu une étude comme quoi les hommes souvent ne lisaient pas les femmes. Donc j'ai pris une identité d'homme et j'ai bien fait. Puisqu'on a trouvé que j'étais quelqu'un de très intelligent, pas clivant, etc. Donc c'était super. Alors je l'ai révélé, mon identité, au bout d'un an et demi, mais c'est vrai que j'ai interpellé pratiquement tous les responsables d'institutions photographiques, de festivals, etc. Le plus gros qui était le festival le plus important à faire bouger était effectivement les Rencontres d'Arles, qui a bougé donc en 2018. Voilà, parce qu'on a tapé un gros coup en ayant une pleine page dans Libération. Tu as compté aussi les portraits de la DER de Libé, je crois, et les interventions de femmes dans Télérama, j'ai lu ça aussi. Et c'est l'invité de Télérama, oui. L'invité de Télérama et la DER de Libé. Alors on ne fait pas que compter, hein. Là c'est une analyse des portraits. Non, mais ce qui était amusant dans l'interview, je pense que c'était une interview que tu avais donnée au Monde, c'est que tu disais qu'en fait, quand tu avais interpellé, donc je ne sais pas si tu t'es adressé au directrice de la photo ou le directeur de la rédaction de Libé, mais qui s'en était presque étonné en fait, en disant non, et en fait, a priori, si. Souvent les gens sont étonnés hein, quand on leur dit il n'y a pas de femmes, ils disent mais non, il y en a pas. C'est-à-dire qu'il suffit d'en voir une pour penser qu'il y en a beaucoup. Et non, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler sur ces sujets pour montrer que voilà, il faut que la photographie qui représente le monde soit beaucoup plus ouverte. Alors là, ce dont vous parlez, c'est une étude qui va sortir, je pense, courant décembre. Qui s'appelle le portrait de presse au prisme des dominations. Donc là, on a travaillé sur des portraits sur 3 années de Libération et de l'invité de Télérama, parce que ce sont 2 journaux qui sont progressistes et qui pourraient être amenés à changer leurs pratiques. D'ailleurs, Libération a changé après un passage sur arrêt sur image. Et puis parce que c'est 2 exercices très différents, un quotidien, un hebdomadaire, et puis que les photographes sont valorisés et les gens sont valorisés par un passage dans ces 2 journaux. Donc on a analysé à peu près 1000 portraits sur 3 ans. Ça sort bientôt et c'est génial parce que tout ça sont des choses qui sont très inconscientes. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de rendre les choses conscientes pour changer nos pratiques de photographes, mais aussi pour nos pratiques à nous. C'est-à-dire quand on est photographié, qu'est-ce qu'on pense de nous ? Comment on se pense derrière un appareil photo ? Comment on se représente ? Et les représentations, c'est très important. Et les lesbiennes le savent bien parce qu'elles en ont manqué ou elles ont eu des mauvaises durant des siècles. Marie-Stéphanie, je pense que tu avais rencontré... Tout à fait. Il y a 2 ans. Il y a un peu plus de 2 ans. C'était en préparant l'émission. Oui. J'ai écrit à Marie-Stéphanie pour expliquer un petit peu qui sur le plateau. Elle a dit super, il y a Marie Daucher qui est là. J'étais hyper contente parce qu'effectivement, on s'était rencontrés dans le cadre de l'enregistrement d'un podcast et dans le cadre d'un entretien pour mon livre Femmes d'art qui est sorti il y a 2 ans aux éditions Le Duc. Et c'était un entretien qui était hyper important pour moi d'avoir dans ce livre parce que Marie Daucher, tu fais vraiment partie des personnes qui contribuent
plu, qui ont contribué à faire changer les représentations justement et les pratiques de ces festivals, des institutions culturelles aussi, qui montrent de la photographie et donc sans c'est pas pour te jeter des fleurs, mais en tout cas sans ton travail, enfin si quand même, parce On que tu le invite que des mérites. gens qu'on aime bien. Mais voilà, sans ton travail et le travail d'autres personnes formidables, les choses ne bougeraient pas. Donc moi, ça me ravit d'entendre tout ça et de voir ces nouveaux livres qui paraissent aussi et de voir que Marie est là aujourd'hui également. Il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué, Marie, dans ton livre ? Toutes m'ont Elles marqué. t'ont toutes marqué, Toutes m'ont j'imagine. marqué, mais je vais en parler quand même d'une. C'est qui montre beaucoup de choses. C'est Nash. Nash est née en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire. Elle a 30 ans de moins que moi. Et quand je lui pose des questions, elle me dit des choses que j'aurais pu dire. Elle me parle de la solitude, de se sentir différente quand elle grandit. Elle me parle elle dit, je ne suis pas allée à l'école, donc je n'avais pas de mots pour dire ce que je sentais et l'exprimer. Moi, je suis allée à l'école et je n'avais pas de mots pour dire, etc. Et puis, la nécessité de partir, que les choses ne sont pas vivables, en fait, dans l'endroit où l'on est né. Et alors, bon, avec elle, un parcours beaucoup plus complexe, bien entendu. Mais voilà, ces éléments qu'on retrouve dans pas mal d'histoires de parcours lesbiens. Je trouvais ça très, très touchant parce que on nous verrait comme ça, on est très différentes, mais en fait, on est très liés on se comprend tout de suite quand on est là-dedans. Donc après, en se parlant de ça, souvent les entretiens, je les faisais avant la prise de vue, en se parlant de ça, en se parlant de... Alors, avec Nash, je n'ai pas parlé de ça, parce qu'elle n'était pas là à ce moment-là, mais de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ça crée une intimité, ça crée une histoire que nous n'avons pas, normalement, et forcément, après, ça se voit dans les portraits. Il y a une confiance, il y a même de la joie à être ensemble et à se représenter. Je tiens à préciser qu'elles ont toujours été photographiées à l'endroit où elles le voulaient. Et comme elles le voulaient. Parce que Tu n'auras pas regard, imposé ton regard, un schéma, voilà, peut-être. j'ai absolument pas été directive. C'est des choses qu'on a faites ensemble et ça se voit dans le livre, en fait. Dans ton introduction, tu soulignes, je crois, je sais pas tes mots exacts, mais qu'il y a un problème d'archives, il y a un problème de documentation sur les lesbiennes en France, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en France, il y a probablement en Europe et dans le monde. On n'a pas de doc archivé vraiment disponible, tu as dû aller rechercher des fragments un peu partout, c'est ça ? Oui, c'est une histoire qui est fragmentée. On n'y a pas accès, parce que pour avoir accès, rassembler, etc., il faut des moyens. Je crois que le budget, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le budget des archives lesbiennes à Paris doit être de 10 000 € pour l'année. C'est pas grand-chose. C'est quand même rien. Donc, un cinquième de mi-temps d'un stagiaire. Voilà, et je pense que je dois être la seule photographe lesbienne à avoir reçu de l'argent public dans le cadre de la Grande Commande pour travailler sur un sujet sur les lesbiennes. Donc j'espère que ça va contribuer à ouvrir ça, mais c'est vrai sans histoire, sans représentation, c'est difficile de se représenter, de grandir. De se donner une réalité, de se sentir dans le monde. D'ailleurs, qui signe la préface le dit, et j'ai reçu plein de messages depuis que le livre est sorti, dans ce sens, si j'avais eu ce livre à 20 ans, ma vie aurait été largement différente. Le mariage pour tous, c'était il y a 10 ans, mariage pour toutes et tous d'ailleurs, c'était il y a 10 ans, est-ce que les choses ont un peu changé ? Est-ce qu'on a de bonnes raisons d'espérer ou il faut encore avoir un peu peur ? Oui, alors il y a des choses qui ont changé. Déjà pour celles qui quand on est par une exemple, femme lesbienne en 2023. Voilà, alors pour celles qui voulaient faire des familles, qui avaient des enfants, bien entendu que les choses ont changé. Je vois bien parmi les plus jeunes lesbiennes qu'elles ont... Il y a des choses qui sont plus faciles. Et alors encore, je parle de jeunes lesbiennes dans des milieux urbains, etc. Mais la solitude est quand même toujours là, puisqu'on n'est quand même pas très nombreuses. Et que les lesbiennes s'en vont souvent de leur région pour aller vers de plus grandes villes. Donc il y a des difficultés qui sont liées à ces sentiments, au fait d'être lesbienne. Mais bien entendu qu'on va vers un peu plus de nombreuses représentations. Moi, ma génération, on avait Catherine Lara, après il y a eu Émilie Mauresmo, alors maintenant il y a plusieurs chanteuses. Donc c'est important, mais on n'est jamais à l'abri d'un recul. On le voit par exemple en Italie, il y a eu une loi rétroactive qui a enlevé le droit des mères non biologiques sur leurs enfants. Qui transforme les enfants en orphelins. Voilà, donc c'est comme tout ce qui concerne les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des lesbiennes, il faut toujours être extrêmement vigilante parce que le coup de bâton peut être très violent. Et il sera violent à un moment. Donc c'est important. Pour moi, il était très important que les jeunes lesbiennes aient ça
et une part de cette histoire. Ici, il y a une histoire qui est racontée de ce qui s'est passé il y a 10 ans, du point de vue de l'intime. Rosane Le Carboulet, qui est journaliste, a écrit un livre très très intéressant, j'échange jeudi avec elle d'ailleurs, sur les faits, sur cette histoire de façon très factuelle, et on a besoin de ça. Et là, elle le raconte par l'intime, et il faut que les jeunes femmes, il faudrait que tout le monde le sache, que ces histoires sont fragiles, et qu'il faut être très vigilant, il faut connaître l'histoire pour savoir que ça peut être très très fragile et disparaître. On peut nous enlever des droits. Voilà. Et je veux préciser, puisque vous me laissiez du temps, mais on a tout le temps. Que quand je suis arrivée aux éditions La Déferlante, avec qui je travaillais déjà, avec la transcription de tous ces entretiens, ça faisait plus de 300 000 signes, c'est absolument considérable. Celle qui c'est une des cofondatrices, donc Lucie Geffroy, a confier l'ensemble des textes à Diane Mileli, qui a fait un travail absolument remarquable d'écriture, de réécriture, de validation avec chacune, et que j'ai travaillé également avec la chef photo avec qui je travaillais depuis le début, Ingrid Millot, qui également a fait un travail de sélection des photos. Ce livre est remarquable à plein de points de vue, parce que c'est un travail d'équipe. C'est mon nom qui est dessus, mais c'est surtout il y a plein de gens à la fin à qui tu rends hommage. Plein de gens, et c'est ce qui en fait un livre qui moi je l'adore, on me l'a appris du corps. Mais on a beaucoup aimé le recevoir aussi. Oui, voilà. Je pense qu'il fera du bien à plein de gens. Merci Marie Daucher, ça s'appelle Et l'amour aussi, c'est 167 pages, une cinquantaine de rencontres chez tous vos bons libraires, aux éditions donc La Déferlante. Marie, tu restes avec nous si tu le souhaites, bien entendu, tu es la bienvenue bien sûr. On va rester dans les livres, on va rester avec des femmes d'une certaine manière, des histoires de femmes en tout cas, des histoires de femmes qui intéressent aussi les hommes dans le chat, ne partez pas. Bonjour Marie-Stéphanie Hervos. Bonjour. Salut, rédactrice en chef de Mademoiselle, qui sont partenaires du stream, et qui tu viens donc comme toutes les 2 semaines nous présenter la prescription littéraire de Mademoiselle. Marie-Stéphanie, la semaine dernière c'était Halloween et tu as choisi de nous parler aujourd'hui d'une série culte. C'est ça, je suis pas très dans l'actualité finalement, mais quand même. Alors, faut expliquer Marie-Stéphanie que tu devais venir la semaine dernière mais que tu étais bloquée dans le RERC, je crois. Voilà, ma pire expérience de ce RER parisien, je crois. Donc je suis ravie d'être arrivée à bon port aujourd'hui et effectivement pour vous parler d'une série en lien avec Halloween, mais vous verrez c'est beaucoup plus que ça. Alors si je vous dis vampire, années 90, ça vous fait penser à quoi ? Je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, donc moi je sais, mais totalement Buffy. Buffy contre les vampires, évidemment. Alors c'était pas une évidence pour Marie et Bogdan tout à l'heure, donc t'as dit oui ? Si. Ah ok, très bien. Bon voilà, c'était une évidence pour Bogdan. Buffy contre les vampires, bien évidemment. On a Krone qui nous dit: le plateau de belle gauchiasse française, vous êtes une honte à votre profession. Salut Krone, tu peux t'en aller si tu veux. On n'est pas obligé d'aller dans une pièce qu'on n'aime pas. Pardon Marie-Stéphanie. Au revoir. C'est pas grave, on va continuer. Donc effectivement, je vais vous parler de Buffy contre les vampires et ça évoquera certainement plein de choses à tous les nostalgiques des années 90-2000 et de la fameuse trilogie du samedi. Et oui, moi aussi ça me rend nostalgique. Alors vous dites prescription littéraire, Buffy contre les vampires, mais pourquoi elle nous parle d'une série alors qu'elle est censée nous parler d'un livre ? Et le lien entre la série et le livre, c'est cet excellent essai de Marion Olité, paru le 5 octobre chez Playlist Society, Buffy ou la révolte à coups de pieu, qui est un essai dense et puissant qui analyse tout ce que l'on doit encore aujourd'hui à Buffy, parce que, et vous serez peut-être surpris, la plupart des messages portés par cette série sont aujourd'hui encore énormément d'actualité, parce qu'il y a bien plus qu'un seul niveau de lecture à cette série. Alors peut-être que tu peux nous rappeler le pitch de la série, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Buffy contre les vampires, qui ont échappé à cette série des années 90. Pour vous donner envie aussi de la regarder. Buffy contre les vampires, ou en anglais Buffy the Vampire Slayer, c'est l'histoire d'une jeune femme, Buffy Summers, qui est incarnée par l'actrice Sarah Michelle Gellar. Jeune fille qui débarque dans une ville, Sunnydale. Elle est lycéenne, elle se révèle en fait être également une tueuse de vampires, de démons et d'autres forces du mal et joyeuseté.
La série créée par Joss Whedon a été diffusée en France au début de l'année 98 et jusqu'en 2003. Et pendant 7 saisons, on suit les aventures d'un groupe de jeunes, donc Buffy et ses amis Willow et Alex, qui luttent contre les forces du mal. Et cette série, elle est devenue l'une des séries les plus cultes des années 90-2000. Elle a évidemment généré énormément d'argent et surtout une communauté de fans énorme dans le monde entier. Donc série culte, mais qui raconte donc les aventures de jeunes combattants de vampires, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que Buffy contre les vampires a fait l'objet d'énormément de recherches. C'est beaucoup plus qu'une série en fait, et c'est ce pourquoi tout cet ouvrage a été écrit en partie, et pas que, parce que Buffy a fait l'objet d'énormément de recherches aux États-Unis. Il y a même ce que l'on appelle les Buffy Studies, qui est un genre d'études à part entière. Voilà, j'imagine que ça vous étonne. Moi aussi, ça m'a étonné en le lisant, et pourtant, c'est ça vraiment qui prouve que la série a vraiment énormément de choses à dire et à montrer, beaucoup plus qu'une simple série d'une jeune femme qui tue des vampires. Et c'est tout ce que Marion Ollité essaye de montrer dans son livre. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte donc dans son livre, Marion Ollité ? Alors, il y a plusieurs choses. Comme je vous disais, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette série. Il y a évidemment le passage à l'âge adulte d'un groupe de jeunes gens qui finalement chassent des démons. Voilà, ils chassent des démons, mais c'est un peu l'allégorie de toutes ces étapes qu'on passe à l'adolescence et tous ces démons qu'on peut rencontrer dans la vie à ce moment-là. Donc, série sur le passage à l'adulte d'un groupe de jeunes, et comme le raconte Marion, ce groupe de jeunes, Buffy, Willow et Alex, ne sont pas du tout des populaires qui étaient quand même beaucoup plus représentés dans les séries dans les années 90-2000. Au contraire, c'est des outsiders, et comme Marion l'écrit, ça a permis à toute une génération de jeunes gens de cette époque, d'ados de cette époque, de se retrouver aussi autrement que dans des clichés de jeunes populaires dans des lycées américains. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a évidemment la représentation d'une femme forte dans la série, parce que à l'époque, ça ne se faisait pas souvent dans une série pendant 7 saisons de suivre une femme qui, elle seule tue démons, vampires, forces du mal, et surtout ne se fait pas tuer, parce que normalement généralement c'est plutôt l'inverse, on la met au début mais on la fait disparaître à un moment quand même. C'est ça, généralement la jeune femme blonde, le cliché de la jeune fille américaine de l'époque, se retrouve dans une ruelle sombre avec un vampire, en général elle se fait tuer. C'est comme ça que ça se passait en tout cas à l'époque, et là c'est la première fois qu'une série montre vraiment ce personnage de femme vraiment fort. Et d'ailleurs, c'est une volonté de la part du créateur de la série, Joss Whedon, d'avoir ce personnage féminin fort. Et Marion l'explique dans le livre, la série se trouve à un moment charnière de la société de l'époque, puisqu'elle est entre 2 vagues féministes. La vague des années 70-80 avec la libération sexuelle, et celle des années 2010 avec l'émergence de MeToo et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Donc, le pitch n'est pas vraiment un hasard, puisque Whedon a aussi été élevé par une mère qui, justement, a elle aussi vécu cette première vague de féminisme, et Joss Whedon s'est rendu compte, lui, que en fait la société était encore énormément que le patriarcat, le sexisme était encore bien là quand même, bien là, et n'avait pas du tout disparu. Donc c'était vraiment volontaire de sa part de montrer une figure comme Buffy très forte. Alors il y a aussi, pour la première fois, ça va peut-être intéresser Marie, mais à l'écran, un couple lesbien qui a une vraie histoire, qui n'est pas représentée selon des clichés. Ce couple, il est formé par Willow et Tara, et il y a même une scène de sexe lesbien, pas du tout cliché. C'est une des premières fois dans le milieu des séries à ce moment-là que ça arrive, et tout ça est assez révolutionnaire, parce qu'on est, pour le rappeler, au début des années 2000. Donc c'est assez fou. Et enfin, Marion Ollité explique aussi pourquoi, d'après elle, les luttes de Buffy trouvent un écho dans la société actuelle. Et elle parle notamment des combats que nous vivons. Elle illustre le fait que
que Buffy combattait, c'est assez imagé finalement, mais combattait d'une certaine manière, elle combattait des hommes, donc elle combattait d'une certaine manière le patriarcat, et tous ces démons aussi qu'elle arrivait avec son groupe d'amis à tuer. On peut voir ça comme peut-être une note d'espoir dans un monde où on est confronté à toujours la lutte contre le patriarcat, mais également ces enjeux de vivre ensemble et ces difficultés que l'on a et qu'on a pu notamment voir émerger pendant le confinement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Marion a commencé l'écriture du livre. Et puis évidemment les guerres, le réchauffement climatique, les crises sociales et économiques et politiques. Et finalement, face à ce monde qui se désintègre, comme c'était le cas dans Buffy contre les vampires, je crois que ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut se battre et gagner, et que tout n'est pas perdu. Donc on a Buffy qui est une sorte d'espoir, de drapeau blanc à l'horizon, c'est ça ? Ouais, on peut voir les choses comme on veut, mais quoi qu'il en soit... Il y a Freedom qui dit on était même avant 2000. Oui, ça a commencé aux États-Unis en 97 exactement. La série est arrivée en France en 98. Donc oui, on était avant les années 2000 effectivement. 97, dit Clem. Ouais. L'espoir, Buffy, le drapeau blanc à l'horizon. Voilà. Donc oui, on peut complètement. En fait, on voit les choses un peu comme on veut. Le fait est que cette série, elle parle toujours à travers les différents sujets qu'elle amène, et que si elle a pu donner de l'espoir à des jeunes dans les années 90-2000, aujourd'hui, on peut toujours voir ça comme une sorte de message et se dire que oui, on peut encore se battre. Et dans Buffy contre les vampires, ça s'appelle le... Comment ça s'appelle déjà ? Je sais plus, le trou du diable ou quelque chose. C'est de cet endroit que proviennent tous les malheurs, tous les démons, tous les vampires. Et c'est contre cette source que se bat Buffy. Et elle y arrive, sans spoiler évidemment la série. Mais voilà, donc c'est une sorte de leçon pour se dire aussi qu'il y a peut-être un peu d'espoir face à tous les combats qui restent à mener, quels qu'ils soient dans la société. Freedom nous dit « J'étais jeune et beau à l'époque ». Merci Marie-Stéphanie. Avec plaisir. De Mademoiselle. C'est donc Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité aux éditions Pays Society dans vos meilleures librairies depuis le 5 octobre. Merci beaucoup Marie-Stéphanie, mais tu restes encore un quart d'heure avec nous. On parle de révolte à coups de pieux et du côté de chez nos copains de Numérama qui font tous les mardis le stream avec nous, qui sont partenaires du stream aussi. Bogdan Bodnar, toi tu viens nous parler d'arnaque à coups de téléphone. Salut. Salut. Tu étais bien silencieux depuis tout à l'heure. Ouais. Tu viens nous parler des voleurs de voix, c'est le déclic Numérama. Bogdan, tu m'as envoyé un petit fichier son hier avec une voix que je connais bien, que peut-être Cyril peut jouer. Salut à tous, je vous en parle pas souvent, mais aujourd'hui j'aimerais déclarer mon amour pour la ville de Lille. S'il y a des spectateurs lillois aujourd'hui, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas, d'ailleurs avec l'hiver qui arrive, j'ai eu envie de mettre à l'honneur la cuisine du Nord. Et aujourd'hui je vous donnerai dans quelques minutes ma meilleure recette de frites. Mais d'abord on va parler clonage de voix avec notre invité. Et je crois que c'est ma voix, Bogdan. Enfin, c'est pas ma voix qui parle, hein, c'est la voix de quelqu'un d'autre, mais qui a ma voix. Comment tu sais que je viens de Lille, déjà ? Première question. Ça aussi, parce que ça fait partie de mon métier, je trouve c'est très facile de trouver des informations sur toi aussi. Donc comment... Merci Bogdan, donc tu m'as stalké. Comme on peut l'entendre, on peut cloner donc la voix de n'importe qui assez facilement, et on commence à être témoin, tu me disais, donc des premières dérives, c'est ce que tu m'écrivais dans ton mail hier. Ouais, c'est ça. Donc ce serait intéressant, est-ce que tu as fait écouter ça à ta famille, par exemple, pour comparer ou à des proches ? Ils auraient été horrifiés, je crois. Non. Non, parce que j'ai essayé moi-même avec ma propre voix dans la foulée et pour voir qui. Mais moi, je me suis reconnu en fait. Toi, tu t'es reconnu. Ça m'a un peu troublé. Vous l'avez reconnu aussi ou non ? Alors, c'est un peu saccadé, bien sûr, mais il y a ma manière de. Tu me l'avais dit avant, mais j'avoue que si je l'avais entendu. Tu sais, au bout d'un téléphone. Je t'aurais pas reconnu. Par note vocale, par exemple. Ouais. Et c'est le vrai risque. Et donc, sur mes proches, j'ai. On va dire sur 5 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit c'est pas toi. Et tout ce processus, ça m'a pris, on va dire en partant d'un point A à un point B, 25 minutes, 30 minutes pour y arriver, et ça m'a coûté autour de 5 €. Donc c'est rien. À ce stade-là, tu peux peut-être expliquer comment tu as fait. Et pour toi, il se trouve que tu es une personnalité publique, donc on récupère très facilement ta voix. Mais tu peux les récupérer à partir de... Tu peux enregistrer quelqu'un en soirée. Si quelqu'un a fait une prestation sur YouTube, a fait un discours, une cérémonie, tu enregistres sa voix ou tu le fais parler donc, sur des logiciels dont je vais taire le nom. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ils sont disponibles pour tout le monde. Et ils sont très performants à bas coût. Et à partir du moment où on insère, on va dire, un fichier avec votre voix, il suffit, on va dire, à peu près d'1 minute de discussion pour que le logiciel
Il vous n'a fournissent besoin que d'une minute de discours à pour peu près, pour mouliner sur et une te minute, pondre un nouveau truc. plus on donne de matière, plus le logiciel arrivera à travailler cette matière et comprendre, on va dire, toutes les spécificités, oh, c'est dur à dire, Les spécificités. voilà, de votre voix. Et ensuite, on a un bloc de texte et on écrit n'importe quoi. Je viens de Lille, la recette de frites, et ça nous le produit. Et là, on a vu, donc, tu parlais des dérives. La semaine dernière, il y a un discours qui a été prononcé faussement par Bella Hadid, donc, les gens doivent connaître, donc c'est une mannequin d'origine palestinienne, et elle parle de soutien à Israël. Donc elle explique comment elle soutient Israël, comment elle a travaillé sur la question et qu'elle réfléchit autrement aujourd'hui. Ça a été diffusé sur X, donc anciennement Twitter, vu par 30 millions de personnes. La vidéo est toujours en ligne parce que Twitter considère que c'est de l'ironie et pas de la désinformation. Et c'est un exemple, on va dire, on a vu déjà bien pire. Y a pas assez, on sait qui est l'auteur, mais c'est pas un État derrière. Et aujourd'hui, le risque, c'est que des États s'y mettent aussi. Oui, ça va très loin, parce que justement, tu as même des chefs d'État qui se font tromper aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, la semaine dernière aussi, c'était un peu la semaine du clonage de voix. Là, hein. Il y avait Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, qui a été piégée par 2 prétendus humoristes russes. Donc c'est un peu comme si le palmacho appelait le chancelier allemand Olaf Scholz et arrivait à récupérer des sons sur la diplomatie franco-allemande. Donc évidemment, on va dire, pour tous les services de renseignement, ce n'est pas des humoristes. Comment ces personnes-là arrivent à accéder à la ligne directe de la première ministre italienne, et c'est pas que elle, parce qu'année dernière c'est le premier ministre polonais et qui a été trompé par une voix de Macron. Le son aussi a été repris. À chaque fois, les questions elles sont posées sur l'Ukraine, sur l'Occident, donc potentiellement il y a de la prise d'information. Et ensuite, c'est diffusé en ligne pour dire, on peut aller très loin, on peut déstabiliser vos gouvernements, on peut vous tromper. Il y a Kyle qui nous dit dans le chat il faut brûler les intelligences artificielles. Je ne sais pas s'il faut les brûler, mais en tout cas, il faut faire attention, vraisemblablement. Il n'y a pas que les célébrités qui sont à voir, parce qu'en fait, nous aussi, on devient des cibles. Hein. On devient des cibles, et je l'ai vu, alors, typiquement, si moi j'ai parlé d'une soirée, j'ai copié ma voix, j'ai dit que j'ai pris un verre avec une célébrité, et donc tout mon entourage m'a cru. Imaginons maintenant que je demande un virement. Imaginons que je parle d'une rupture, que je donne des informations sur quelqu'un. Il y a déjà eu des cas concrets de vol. Il y a 3 ans à peu près, à partir de 2019, on a vu des premières dérives. Le plus gros cas, c'était en 2021, où un groupe d'arnaqueurs arrive à appeler une banque avec plusieurs voix qu'ils ont travaillé pour arriver jusqu'à la voix, on va dire, du client, qui demande un transfert de 35 millions de dollars. Qui a été réalisé. Donc on n'a pas retracé, donc ils ont eu leur gain. Sauf que c'était à une époque où on se demandait encore quel programme a été utilisé. Donc souvent c'était des programmes qui étaient plutôt pour l'industrie cinématographique. Maintenant, depuis qu'on a un développement, on va dire, une démocratisation de l'IA, ces programmes-là sont disponibles pour tout le monde. Je le disais précédemment, ça m'a coûté 5 €. Ça vaut une simple recherche. Et j'ai rencontré un hacker éthique. Donc, un hacker éthique, c'est une personne... Un gentil hacker. C'est ça, c'est son métier, c'est de découvrir des failles, mais il n'en profite pas. Ouais, il touche un salaire. Hein. Il ne récupère pas les biens... Il teste un peu la sécurité exactement, des systèmes pour les entreprises, notamment. Et puis, son boulot, c'est aussi d'anticiper ce que fait un cybercriminel. En l'occurrence, c'est aussi un ancien policier. Donc, il a vraiment le cerveau pour réfléchir comme tel. Et donc, c'est un Britannique qui a un ami qui est agent immobilier dans le secteur du luxe, sur des magnifiques demeures sur la côte britannique. Cet agent diffuse des vidéos où il présente les villas sur YouTube. Il enregistre sa voix à partir des vidéos YouTube, il crée cette voix, et puis il envoie des notes vocales à sa secrétaire, en disant « fais-moi un virement ». Il regarde en plus sur son Instagram, c'est un type qui aime bien s'afficher, donc il montre à un moment T qu'il est dans un resto. Donc il écrit « je suis à ce resto ». Donc la voix laisse un petit son de 1 minute où il dit « je suis au resto, il faut que tu fasses un petit virement de 300 € à mon ami ». Et elle s'exécute. Donc il arrive avec un virement de 300 € avec un son de 1 minute qu'il a copié directement. Après avoir tout révélé, la secrétaire elle-même dit qu'elle aurait pu virer
jusqu'à 15-20 000 euros parce que c'est des transactions qui se font rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pas se faire Mais couillonner en gros? Il n'y a pas grand-chose malheureusement. Il n'y a pas de logiciel qui détecte une voix IA, il n'y a rien. Alors, on rencontre ça déjà souvent dans l'industrie maintenant de la vidéo, des images. Et pour le son, c'est pareil, il n'y a pas un logiciel qui capte. Ce qui reste à faire, c'est peut-être si vous avez vraiment un doute, parce qu'on entend parfois encore un léger effet un peu robotique derrière. C'est parce qu'on en est au début. On en est au début, exactement. Dans Donc, 6 d'ici mois, un dans an, un il sera an, dans encore 3 ans. Mais même ça sera- l'IA, en tant que tel, par exemple pour ta voix, il m'a suffi de réutiliser, on va dire, 30-40 fois, et le programme commence à comprendre toutes les tonalités, il saisit ce que moi je veux et comment il pourrait être copié, on va dire, le plus proche possible. Donc oui, je disais, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis appeler son ami, les proches, et leur poser une question un peu privée, parler de recettes de frites, voilà, c'est quoi ta recette de frites, où est-ce qu'on s'est rencontrés, on en est là aujourd'hui. Ouais. 2 bains d'huile. Marie, tu avais une question pour Bogdan? Non, c'était. Oui, je pensais c'est poser une question intime. Oui, exactement. Où est-ce qu'on s'est rencontrés Il faut où est-ce que y penser, j'habite, c'est ça, oui, c'est ça. on n'aura pas le réflexe. Et puis évidemment, les cybercriminels, les arnaqueurs, c'est des gens qui sont très psychologues, en fait. Ils comprennent très bien, ils travaillent sur nos habitudes. Donc le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi, c'est des moments où ils frappent. Et c'est des moments où on sera moins vigilant. Et quand quelqu'un nous dit, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Est-ce que tu peux me donner cette info? On sera plus apte à le donner. Ouais. Bon, faire gaffe à pas trop picoler, gare à vos micros. C'est ça. Merci Bogdan de la rédaction de Numérama, partenaire du stream. Il est 13h56, passé de 39 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Merci à tous nos invités, notamment ceux qui sont encore là. Merci à Cyril à la régie, que vous ne voyez pas, qui est à ma droite, à Stéphanie au visuel, qui est au 4e étage. Merci à Mathis à la programmation, qui va peut-être venir nous dire ce qu'on a programmé pour le prochain stream qui a lieu, il me semble, jeudi. Salut Mathis. Salut Ludo, salut à toutes et tous. On se retrouve ce jeudi. Attends, je m'assois à côté de là parce qu'on me voit pas. On se retrouve ce jeudi de 18h à 19h, si je dis pas de bêtises, et on va parler glacier ce jeudi parce qu'il y a le premier sommet international des glaciers qui va s'ouvrir à Paris demain. Donc on aura une glaciologue qui va nous parler de ses expéditions et de ses recherches, également un journaliste qui s'appelle Lou Espagilière qui tient le média Le Vert, et également Camille Etienne que vous devez toutes et tous connaître dans le stream. Donc on se retrouve jeudi de 18h à 19h. Merci Mathis qui nous a préparé un plateau royal pour jeudi, ça va être super sympa. On n'a que des stars en plateau jeudi de 18h à 19h. Pour ceux qui veulent revoir le stream, celui d'aujourd'hui, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Vous pouvez prolonger la discussion sur Discord. Julot va mettre le lien, où il l'a déjà mis. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc, parce que ça se fait encore quand même, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, je vous donne rendez-vous jeudi. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut.